Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro de Méta Pagan. Au passage, je vous recommande cette interview avec l'Ordre des Sentinelles. La vidéo est disponible sur la chaîne YouTube de l'Ordre des Sentinelles. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Vous êtes sur Pagan TV, je suis Oleg de Normandie et aujourd'hui on va parler de médecine traditionnelle. Et pour ça, je reçois Sébastien Fauveau, hygiéniste. Salut Sébastien. Salut Oleg et bonjour tout le monde. Donc, on va parler de médecine traditionnelle avec un T majuscule. De nos jours, où de plus en plus de maladies, notamment dégénératives, apparaissent, la médecine moderne est assez inefficace. De plus en plus de personnes se trouvent vers des nouvelles méthodes, entre guillemets, des méthodes alternatives. Mais est-ce que ces méthodes sont vraiment nouvelles? Ce qu'on va voir aujourd'hui avec Sébastien, c'est qu'en réalité, tout est tiré de ce qu'on appelle la médecine traditionnelle, de tout ce qui est plutôt médecine ancestrale, les anciennes connaissances. Donc, on va faire, si vous voulez, une sorte de retour aux bases. Vous savez, on est dans une époque d'inversion des valeurs et cette médecine qui nous vient, les bases de la médecine nous viennent d'Hippocrate, qui était un grec, comme vous le savez. Et quand on sait que des philosophes comme Pythagore, des anciens philosophes, ont été qualifiés de païens, on a là peut-être la preuve que cette inversion des valeurs a commencé il y a déjà très longtemps. Donc plutôt que de parler de médecine païenne, nous allons rendre ces lettres de noblesse à ces principes médicaux ancestraux en parlant de la médecine donc traditionnelle avec un grand T, avec Sébastien. Bon alors du coup je me lance. Et je vais vous parler d'abord de, on va dire, l'histoire de la médecine. Alors il faut savoir, ça c'est important, que quand on demande à quelqu'un, n'importe qui dans la rue, vous lui demandez d'où vient la médecine, il va vous dire tantôt des Arabes, parce que tantôt on apprend que l'alphabet vient des Arabes. On va vous dire c'est soit les Arabes, soit les Mésopotamiens, soit les Égyptiens. Et en fait, ça, c'est de l'histoire. C'est-à-dire, les gens, on leur a appris ça. C'est-à-dire que c'est les textes qu'on a récupérés, les textes écrits qu'on a récupérés. Mais il faut savoir, et ça c'est hyper important, on va en parler, même des textes récupérés, c'est que la médecine dans son ensemble, c'est une transmission orale. Comme en fait, on va dire la médecine et la science. La science, on fait croire que la science, ça vient des Arabes aussi massivement. Et en fait, vous allez voir que la science, c'est, on va dire, lié à la philosophie et c'est en fait lié à la transmission orale. C'est hyper important. Et donc, c'est impossible à dater. Déjà, c'est la première chose. La transmission orale, elle se date pas dans le temps. Par contre, la transmission écrite, elle est datable éventuellement et surtout datable, il faut le comprendre par celui qui veut écrire l'histoire. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Il y en a qui écrivent l'histoire elle est écrite toujours. Et elle est écrite avec forcément l'intention de celui qui l'écrit. Donc, qu'est-ce qu'il veut raconter de ce qu'il a récupéré? Donc ça, c'est très important. Donc déjà, il faut remettre dans le contexte les écrits, on va dire les plus loin qu'on ait pu récupérer, soi-disant en tout cas. C'est la Mésopotamie. Et en fait, après la Mésopotamie, vous avez des écrits, enfin dire on ne sait même pas s'il y a des écrits finalement. On a récupéré des anciens textes, soi-disant, qui venaient des Hébreux. Donc en fait, il y a un lien. Ça, il faut comprendre dès le début parce que ça suit on va dire, de 10 000 ans en arrière jusqu'à nos jours. C'est toujours les mêmes en fait. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre Babylone, l'Empire babylonien et les Hébreux dès le début. Mais quand je dis hébreu, je dis pas arabe et je dis pas juif. Ça, c'est hyper important. Et donc, il y a vraiment un lien entre les Hébreux, qui commencent par un H comme l'hermétisme, qui est lié, on va le voir justement, au monde celtique, la transmission orale. Et il y a un lien dès le départ entre les hommes libres, puisque c'est comme ça qu'ils se revendiquaient, les Hébreux, on va dire les Hébreux, qui ont été du coup réduits en esclavage, en tout cas dans les textes et dans ce qu'on nous apprend, par les Égyptiens de l'époque.
qui était directement lié à l'Empire babylonien. Et ça, c'est hyper important. Donc, vous avez en 2000 ans avant Jésus-Christ, donc pour remettre dans le contexte, vous avez, on va faire rapide sur ça, 2000 ans avant Jésus-Christ, vous avez des gens, donc qui sont, vous avez Abraham déjà, 2000 ans avant Jésus-Christ. Abraham qui a fait que reprendre, on va dire la transmission orale, etc. Donc transmis depuis. Mais qui a été Abraham? Ça, c'est la vraie, véritable question. Mais on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui. Ouais. Vous avez par la suite, donc Abraham, il y aura un fils, Jacob, et 12 fils qui vont aller en Égypte et qui vont être réduits en esclavage, mais par les Égyptiens qui sont vraiment liés à Babylone, en fait. On va dire les pharaons de l'époque. Donc, après, vous avez Moïse qui vient les libérer. Et en fait, il faut comprendre, c'est important, que on aura en fait suite à l'Empire babylonien, en fait, avec Nabuchodonosor qui va venir en fait en 587 avant Jésus-Christ prendre Jérusalem. Il va prendre en fait, il va aller, il va mettre en Babylone en esclavage les fils en fait lointains descendants de David. Mais ça, j'en parle parce que c'est important. Il va les amener à Babylone en esclavage. Et on sait que l'un des descendants de David, c'est Jésus de Nazareth. J'en parle, c'est important. Il est lié à l'Empire romain après, puisque il va être quand même crucifié par justement l'Empire romain. Donc, toujours est-il que ces individus avaient une connaissance orale, comme Moïse, et des connaissances orales. Donc ça, on a des traces qui pratiquaient une médecine déjà. C'est-à-dire, ils pratiquaient l'hygiénisme. Ça, c'est important. C'est-à-dire, ils pratiquaient les hygiènes corporelles, etc., pour pas tomber malade et tout et tout. Donc, on sait qu'ils avaient la transmission d'une médecine. Donc, voilà. Vous avez après, en fait, ça, c'est important de le comprendre. Donc, Hippocrate. Donc là, on va dire, Hippocrate, c'est 460 avant Jésus-Christ environ. Et Hippocrate, c'est, donc, on va dire, dans le monde des Hellènes, puisque Pythagore, c'est avant Hippocrate, hein, Pythagore. Il va être Pythagore. Pythagore, il disait une expression, il disait la santé, c'est l'expression de l'harmonie des nombres. C'est hyper important, hein, parce que du coup, il liait la médecine et la santé avec les mathématiques, en fait, la géométrie. D'accord. Simplement pour la partie des Hébreux, là, ce que tu essayes de nous dire, hein, c'est qu'en fait, les Hébreux, une connexion à la tradition orale celte. Exactement. Et ensuite, ils ont commencé, enfin, il leur est arrivé tout un tas de choses, par contre, il leur est arrivé plein de choses. Et à un moment donné, ensuite, ils ont commencé à écrire d'autres choses. Voilà. Mais en gros, il y a eu un mélange de deux traditions, peut-être. C'est ça. Babylonienne et on va dire les Hébreux qui ont été réduits en esclavage, on va dire les Hébreux dont personne ne connaît rien, en fait, en vérité. Hein. Ça, c'est très important. Hein. Dont personne ne connaît rien, dont beaucoup parlent et se revendiquent descendants, etc. Mais personne ne connaît rien de ces gens-là. On sait juste qu'ils avaient une haute connaissance et que cette haute connaissance, elle a été à un moment donné pervertie parce que justement, il y a eu un mixage, tu vois, et il y en a qui sont tés, forcément, parce que c'est une transmission orale. Donc, si tu estimes que la personne en face de toi, elle n'est pas digne de recevoir ce savoir, tu lui transmets rien. Donc, en fait, c'est ça. Donc, après, il y a deux courants. On va dire, il y a une division qui s'opère entre les descendants, entre guillemets. Donc, ça, on va en parler. Donc, je disais que… On était à Hippocrate, ensuite. Voilà, Hippocrate, c'est très important. Avant Hippocrate, il y a Pythagore. Et Pythagore, c'est quand même pas n'importe qui. Déjà, il gagne les Jeux Olympiques. En tout cas, c'est ce qu'on raconte. En soulevant à bœuf, c'est quand même pas rien. Champion de pugilat aussi, champion de boxe. Ouais. Mais il gagne les Jeux Olympiques en soulevant un bœuf quand même. Je veux dire, faut quand même le faire. Et, qui lève un bœuf, lève un œuf. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, tout ça, c'est lié. Hein. On va le voir, c'est lié à la transmission orale. Toutes ces expressions, etc. Ouais. Donc, en tout cas, on le verra peut-être dans les prochaines vidéos, mais c'est hyper important. Et donc, ce mec, tout le monde se le représente peut-être, je sais pas, binoclard, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était pas le cas. Il était il fortifiait son corps et son esprit parce que ça, c'est la philosophie des anciens. Et donc, ça montre qu'avant Hippocrate, t'en avais d'autres. C'est-à-dire qu'il y avait autant de connaissances qu'Hippocrate en médecine également, parce que la médecine, faut bien intégrer ça, c'est que la médecine,
c'est lié à la science, c'est-à-dire la connaissance de la nature. C'est-à-dire que, donc la philosophie, la vraie, la philosophie, c'est ça. C'est la connaissance de la nature. Et donc, à partir du moment où tu connais la nature, tu connais la médecine. Et donc, Pythagore, on peut dire qu'il était médecin. Donc, en fait, que ce soit lui ou plein d'autres Hélènes, ils étaient médecins et donc on les a surnommés grecs après. Mais il faut comprendre que ces gens, donc Hélène, qui commencent par un H, comme hébreu, comme hermétisme, Comme eh ben, Hermès, exactement, comme comme Hermès, Heimdall dans la mythologie nordique. exactement. Donc ils ont reçu cette même transmission de ce qu'on appelle le monde celtique, dont c'est pareil, quasiment personne ne connaît rien. Et donc, le monde celtique, Il faut il y dire a, en celtique fait, normalement. Si on est voilà, dans le retour aux sources, à la voilà, base, ça se dit celtique. Hein. voilà, et ben, celtique. Et Des vieux Bretons, enfin des Bretons, on va dire, qui connaissent le vieux breton, qui m'ont dit ça se dit celte à la base en vieux breton, comme en allemand, comme dans plein de ça langues. m'étonne pas parce que celtique, c'est lié à kémite, à kémet, à alchémia, alchimie. Ah là, Et l'alchimie, c'est tu m'as un l'art de peu la perdu là, médecine. mais Voilà. L'alchimie, c'est l'art de parce la que les médecine. kémites, tu sais que bon, je sais pas, mais ça va être Il y a encore un beaucoup, sujet très long là. ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup d'idées reçues sur ça. Et de Ouais, toute façon, c'est pas, il y a pas, on va le voir après, c'est important. Il n'y a pas de race élue. Mais ça, je vais en parler. ouais. Ça, c'est très important. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que après, donc, vous avez les Hélènes et vous avez Hippocrate. C'était l'un d'entre eux, hein. Hippocrate. Donc, il faut repositionner quand même dans le contexte de l'époque. On va dire que Rome, c'est 295 avant Jésus-Christ environ. En tout cas, l'histoire de la médecine à Rome. C'est-à-dire que c'est là qu'on commence à en entendre parler. Et ça, c'est très important. 295 avant Jésus-Christ, donc Hippocrate était mort depuis longtemps, hein. Donc 460 Hippocrate, hein, avant Mhm. Jésus-Christ quand même. Eh ben, vous avez en fait en 219 avant Jésus-Christ, à Rome, soi-disant le premier médecin, on va dire, qui vient à Rome, ça veut dire qu'il est accepté à Rome, hein. Parce que Hippocrate, on va dire, c'était avant, on va dire c'était avant, si on a une chronologie, on va dire, si on prend une chronologie, quoi. Mais Mhm. on va dire que l'Empire romain, on n'a pas vraiment la date de sa création finalement. Et donc, on sait juste que c'est environ à ces époques-là. Et on a, par exemple, Archagatus de Sparte, c'est soi-disant le premier médecin qui fout les pieds à Rome. Et ce médecin est grec. Et ça, c'est très important. Ouais. Il est hellène en vérité. Il est Mhm. hellène. Ce médecin est hellène. Et les médecins, donc il faut savoir que les étrangers à Rome, ils n'étaient pas les bienvenus, mais que, on va dire en 146 avant Jésus-Christ, où l'Empire romain prend Rome d'assaut, donc en gros, ils vont tout piller, hein, parce que les Rome, Romains, t'as dû faire un lapsus. T'as dit l'Empire ouais, romain a pris Rome. excuse-moi, l'Empire romain a pris la Grèce d'assaut. Et Voilà. ben, ce qui s'est passé, c'est que l'Empire romain, on se fait des idées sur l'Empire romain. On se dit l'Empire romain, c'est les termes, l'Empire romain, c'est une grande civilisation, ils ont créé plein de choses. Non, l'Empire romain, ils ont volé plein de choses. En fait, ça, c'est très important de le comprendre. Et ils ont volé principalement aux Grecs, voilà, aux Ouais, Hellènes. ouais, ouais. Donc, à partir du moment où ils sont pointés là-bas, ils ont volé aux Hellènes. Il faut comprendre que déjà, ils avaient dans une optique, ils connaissaient des gens, donc Archagatus de Sparte, qui avait foutu les pieds, qui était l'un des premiers médecins hellènes à avoir foutu les pieds à Rome, et ben, il avait parlé un peu de tout ça. Donc, ils se sont dit, tiens, ils ont une connaissance énorme, on va aller les piller. Hmm. Donc, à partir de là, ils sont partis, c'est la conquête de Rome, et en 46 avant Jésus-Christ, il y a César. Qu'est-ce que César il fait? César, il établit le droit de cité pour les médecins. Ça veut dire que les étrangers, en gros, ils foutent le camp. C'est-à-dire que César, il fait un petit peu du tri d'une dictature, quoi. Mhm. Et sauf que les médecins, ils ont le droit d'habiter Rome. Les médecins hellènes. C'est à partir de là, c'est-à-dire que lui, il a autorisé les médecins hellènes d'avoir certains privilèges, entre guillemets, parce qu'ils connaissaient leur degré de, on va dire, voilà, de culture. Et donc, à partir de là, voilà, donc il y a des Hellènes déjà qui s'établissent à Rome. C'est le Hmm. début de la médecine de Rome. Mais Rome a jamais rien inventé en médecine, Mhm. rien. Tout est hellène. Et dans la même D'accord. époque, Ouais, ça c'est assez voilà, clair. Hein. Moi, ça corrobore totalement mes analyses hein, depuis le départ. Mhm. et c'est très important. Et donc à partir de cette époque, donc en 46 avant Jésus-Christ, donc
à l'époque de Jules César, on va dire 2 ans plus tard, la bibliothèque d'Alexandrie crame. On va dire malheureux hasard, mais c'est par hasard en fait, hein. D'accord. Puisque Sous Jules César. sous Jules César, alors que Jules César, au moment où elle crame, il était en voyage à Alexandrie. Donc c'est Ah, assez bizarre, hein. beaucoup de Donc en fait, coïncidences. voilà, c'est beaucoup de coïncidences. Ne Et donc, soyons pas complotistes. On va quand même pas ah dire non, que pas du sous tout, non, prétexte non. que César a rapatrié tous les Hélènes de grande connaissance qu'il est en voyage à Alexandrie. On va quand même pas dire qu'il a brûlé la bibliothèque d'Alexandrie parce que maintenant qu'il avait toutes les connaissances, il voulait les garder pour lui. Non, non, on va quand même pas aller jusque-là. Non, non, Nous non, ne non. sommes pas complotistes. Non, on va pas aller jusque-là. Par contre, on va le démontrer. Donc en fait, il faut voir que Alexandrie, c'est l'un des sièges où, on va dire, le siège des écrits qui ont été, on va dire, amassés, mais amassés par qui? C'est ça la véritable question. Par qui a été fondée Alexandrie, etc. En fait, on n'en sait pas trop de choses sur ça. Ce qu'on peut savoir, c'est que, en tout cas dans la transmission orale, on sait que les druides, donc du monde celtique, ils ont, on va dire, cultivé les Hélènes, voilà, et ils avaient un lien, ces Hélènes, avec justement les connaissances, on va dire, écrites à Alexandrie. Ce qui a pu se passer, c'est que quand le monde romain a pris d'assaut la Grèce, ils ont justement sûrement pillé énormément de choses, dont des livres. Et il faut savoir que du coup, ils avaient en fait, ce qui est possible en fait, c'est qu'ils ils ont récupéré des connaissances, ces Romains qui ne savaient pas du tout utiliser en fait, hein. Et ils ont récupéré des gens, surtout les médecins qui ont bien voulu se plier à l'Empire romain. Donc on va dire, on peut pas parler de traîtres, mais en tout cas de Sous la personnes, menace, quoi. ouais, sous la menace souvent. Eh ben, d'ailleurs ils étaient esclaves, hein. Ça il faut bien le dire. Les médecins sous l'Empire romain, c'était des esclaves. Et d'ailleurs, ils pratiquaient pas la médecine, et ça c'est important, dans les hauts rangs parce que les Romains estimaient que la médecine c'était un truc de pour eux quoi. Pour eux, ils estimaient que c'était pas digne de leur haut rang la médecine. Pour eux, c'était pour les esclaves la médecine, pas pour eux. Ils D'accord. estimaient qu'en fait ils avaient besoin de rien et qu'en fait c'était les médecins, ils devaient soigner les esclaves et les gens du bas peuple. Mhm. Et donc, les médecins, ils n'avaient pas une haute condition sous l'Empire romain. C'était des esclaves. Et donc, ça, c'est D'accord. très important. Et des esclaves hellènes, je précise quand même. Mhm. Donc, ces esclaves hellènes, voilà, ils étaient, on va dire, il y a eu quand même des écrits de ces gens, du coup, Oui, qui ont sûrement atterri à la bibliothèque d'Alexandrie. Et oui. donc, de ce qu'on dit en tout cas, c'est que majorité d'écrits de ces Hélènes, etc., qui ont atterri à la bibliothèque d'Alexandrie, César, il le savait très bien. Ouais, ouais. Et César, César, ce qu'il a voulu faire, c'est mettre fin à tous ces écrits. C'est-à-dire Ouais. qu'il s'est dit, il y a trop de connaissances, et cette connaissance touche à tout, parce que la médecine, ça touche à toute la science, à la connaissance de la nature, et donc à la liberté. C'est-à-dire Exactement. vraiment l'homme libre. Et donc, si on veut être libre, on ne peut pas être esclave. Donc, à partir de là, il faut cramer tout ce qui bouge. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Alors, ce que je pourrais dire simplement, c'est que les bibliothèques d'Alexandrie portent ce nom-là en l'honneur d'Alexandre le Grand, qui est sans doute pour quelque chose, puisque lorsqu'on dit qu'il a construit un empire, en réalité, je ne crois pas qu'il ait fait beaucoup d'esclaves. Je crois qu'il a surtout passé son temps à construire justement des bibliothèques et Ouais, justement, il a essayé de rétablir une certaine tradition, une certaine vision du monde. Et ouais, donc, les bibliothèques d'Alexandrie étaient un petit peu un recueil, on va dire, de connaissances ancestrales. Et effectivement, comme tu l'as dit, je crois que toutes les volontés d'asservissement, toutes les volontés esclavagistes, les volontés impériales comme la volonté romaine, forcément mm, vont à l'encontre de la connaissance, comme tu l'as dit, pour pouvoir priver les gens de liberté. exactement ça. Et d'ailleurs, Alexandre le Grand s'intéressait énormément, malgré ses vices, il s'intéressait énormément à la médecine et énormément à l'astrologie, la divination, etc. Donc tout ça, c'est important. D'ailleurs, on lui a prédit apparemment qu'elle allait mourir jeune, hein. Et ça, c'était des prêtres égyptiens qui lui auraient dit tu vas mourir jeune, c'est écrit dans ton destin. Et donc, à partir de là, il s'est dit bon, bah, c'est bizarre tout ça, etc. Mais il s'intéressait au mystère, ce gars-là.
Ouais. Donc, il réunissait des choses. Donc, il faut savoir que tout ce qui a été volé, donc après, c'était des bourrins quand même, hein. Tout ce qui a été volé, les écrits qui auraient été volés, parce que c'est des écrits volés, hein, ils ont atterri là-dedans. Mais César, il voulait que tout ça, ça foute le camp. Donc, à partir de là, ça crame. C'est-à-dire qu'en 48, en 48, avant Jésus-Christ, ça crame. Donc, il faut, et ça, c'est important de le comprendre. Et là, ça va parler de tout le reste. C'est que, à cette époque où l'Alexandrie crame, eh ben, il y a Constantinople qui a eux aussi récupéré des écrits. Et c'est-à-dire qu'ils ont même récupéré des écrits de la bibliothèque d'Alexandrie, Constantinople. Et Constantinople, justement, à l'époque, on va dire, à l'époque, c'est romain, quoi. On va dire, c'est la Rome C'est la Rome orientale. C'est la Rome orientale. Et donc, ils ont récupéré des écrits, et il faut savoir que du coup, ces écrits, ils vont servir justement plus tard aux Arabes pour justement créer, on va dire, la médecine. Ils n'ont rien créé, hein. Ils ont tout pris dans les livres qu'ils ont découverts. Les livres majoritairement hellènes. Et donc, tout ça, c'est important. Donc, les Arabes n'ont pas inventé la chimie, les Arabes n'ont pas inventé. Les Arabes n'ont fait que reprendre les écrits. Je crois que oui. Et en plus, on peut se dire comment ils les ont repris. Et ben, en plus, ils parlaient, ils savaient lire le grec ancien. Donc, en fait, ça, c'est hyper important, hein. Et d'ailleurs, je vais en parler. Donc, sous, on va dire, l'Empire romain, vous avez ça. C'est-à-dire que vous avez d'un côté l'Empire romain qui continue ses conquêtes sans arrêt, etc., et qui continue d'asservir de plus en plus le monde gaulois, et qui continue de réprimer de plus en plus la médecine. C'est-à-dire que toute forme de liberté est étouffée dans l'œuf, quoi. Et donc, vous avez à côté Constantinople, où c'est, on va dire, bizarrement, il y a une forme de, on va dire, justement de liberté, un peu plus de liberté au niveau justement de la médecine. Et donc, ce qui va se passer, et donc il y a une raison à ça, hein, c'est que, et d'ailleurs les Juifs vont grandement contribuer aux traductions, ça c'est important, je vais en parler, aux traductions des écrits arabes, les écrits arabes sur la médecine qu'ils ont récupérés des Grecs anciens et des Égyptiens, donc en gros des Hellènes, et qui ont récupéré, ils les ont traduits en arabe, et ceux qui ont fait la traduction des écrits arabes pour l'Occident, eh ben, c'est les Juifs. Et ça, c'est très important. Et donc, tout ça, je vais en parler. Il faut voir que du coup, en 476 après Jésus-Christ, on va dire, vous avez la fin de l'Empire romain, globalement. Vous avez, entre guillemets, les barbares, les Goths, les méchants, qui sont en fait venus reprendre les lieux qui leur appartiennent, on va dire ça comme ça, et qui sont venus mettre fin à l'asservissement de l'humanité. On va dire ça comme ça aussi. Et donc, à partir de cette époque… Là aussi, hein, Sébastien, ouais. Là aussi, en fait, bon, je suis complètement d'accord avec toi. On s'aperçoit en fait que la fameuse inversion des valeurs, elle existe également dans l'histoire depuis déjà très longtemps. C'est-à-dire qu'on nous peint les Romains comme des modèles à suivre, les créateurs de la civilisation, tout ça. Mais quand on regarde bien, en réalité, il s'agit d'une inversion totale des valeurs. Il s'avère que ces gens-là ont mis nos ancêtres en esclavage, qu'ils ont effectivement volé les connaissances, et que derrière, c'est eux qui ont écrit l'histoire et qui se font encore passer pour des gens bien, et qui font passer ceux qui avaient les connaissances, la sagesse et la vertu. On va prendre l'exemple des Hellènes, on va prendre l'exemple du druidisme, des Gaules. Et quand on voit après les Visigoths qui arrivent pour mettre fin à la domination romaine, pareil, ils sont dépeints comme des barbares. Alors qu'en réalité, quand on étudie l'histoire de plus près, qu'on ôte ce petit voile, on s'aperçoit qu'en réalité, pas du tout. Ces gens-là se sont alliés avec les populations gauloises locales pour expulser la domination romaine et pour retrouver une société plus libre. Et quand tu parlais des connaissances hellènes, hein, qui sont en fait le point de départ des connaissances romaines, on s'aperçoit que ces connaissances hellènes-là, elles obéissaient en termes de transmission à des règles traditionnelles, effectivement majoritairement de la tradition orale. Et c'est Aristote lui-même, si je ne m'abuse, qui dit que les druides, ce sont les druides qui ont instruit la Grèce.
parce que les druides, en réalité, avaient énormément de connaissances. C'est eux qui avaient le plus de connaissances. Cependant, ils ne transmettaient qu'aux vertueux. Et c'est pour ça qu'ils n'ont jamais rien transmis aux Romains, les druides. Et on peut leur tirer ce chapeau-là. C'est pas à cause d'eux que les Romains sont montés en puissance. C'est malheureusement, on va dire entre guillemets, à cause de. C'est pas leur faute, mais on sait que le pays des Hellènes est devenu la Grèce, qui se sont fait asservir bien avant les Gaules. Et c'est effectivement en Grèce que les Romains ont récupéré du coup des connaissances qui venaient de la tradition primordiale, orale, dont on parle un peu depuis le départ, mais sur laquelle on a effectivement très peu de traces déjà parce qu'elle était surtout orale, et ensuite parce que, comme tu l'as dit, les Romains, les impérialistes, en fait, ont tout détruit, ont détruit les preuves, et ensuite, évidemment, que dans l'histoire, ils se sont arrangés pour masquer leurs crimes. Donc, c'est facile de dire, voilà, les Gaulois ne maîtrisaient pas l'écriture, c'est très facile à dire quand on sait qu'ils ont brûlé la majorité des choses, et qu'ils avaient une culture plutôt orale, c'est facile à dire. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais bon, les druides maîtrisaient l'écriture, hein, ça c'est clair. Bon, bref, c'était une petite fin de parenthèse, je dirais, pour synthétiser un peu ton début de première partie qui est très très intéressant. Et du coup, je te rends la parole. Ça marche. Et tu as raison, justement, pour faire une petite parenthèse sur la caricature des Gaulois. Bon, on va dire que les BD d'Astérix et Obélix, ils ont grandement joué. Mais la caricature du Gaulois qui mange du sanglier, etc., c'est une caricature, quoi. C'est-à-dire que le Gaulois, c'est pas l'image qu'on se représente forcément. Le Gaulois est très cultivé. Donc ça, c'est important, voilà. Donc, on va dire que l'an 476, qui marque, on va dire, la fin, entre guillemets, hein, de l'Empire romain, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est très important parce qu'il va se passer justement une division. Vous allez avoir d'un côté l'Église, on va dire le Vatican, donc on va dire Rome, l'Église de Rome. Et vous allez avoir d'un côté les monastères. Ça, c'est très important parce qu'en fait, il ne faut pas mélanger les deux. C'est après qu'ils vont se mélanger. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les monastères, donc les prêtres gardiens de la connaissance, qui sont en fait issus du monde celtique, hein, tout simplement. Il y a des prêtres partout sur Terre à l'origine. Des prêtres, mais des vrais prêtres. C'est-à-dire pas des mecs qui vous balancent une religion avec, on va dire, qui a ni queue ni tête. Ce sont des gens qui vous parlent de science. Et du coup, qui ont une très haute connaissance de la nature, gardiens de la connaissance. Et donc, à la fin de l'Empire romain, vous allez avoir des monastères qui vont émerger, on va dire ça comme ça. Et d'un côté, les monastères issus des barbares, donc en fait, les monastères, les prêtres, on va dire, de la tradition celtique qui rebâtissent le savoir et la connaissance par des monastères. Et d'un côté, vous allez avoir l'Église, c'est-à-dire Rome. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que vous allez du coup, ce qu'on appelle en histoire de la médecine, vous avez la période monastique qui s'étend de l'an, on va dire, à peu près 600 et même avant, donc en fait fin de l'Empire romain, jusqu'à l'an 1000-1100. C'est la période monastique où en fait, qu'est-ce que c'est cette période? C'est la période où les barbares, ils ont repris un peu le pouvoir, etc. Il y en a qui appellent ça l'obscurantisme, on appelle ça comme on veut, hein, selon si on est Non, ils appellent ça la période obscure plutôt. Voilà. Soi-disant une période obscure. On voit bien de quel côté sont ceux qui écrivent l'histoire aujourd'hui. Hein. On voit bien de quel côté sont ceux qui écrivent l'histoire. Voilà. C'est la période obscure, ils sont pas, c'est pas très jojo, quoi, tu vois. Et donc, en fait, dans cette période obscure, il y a, on appelle ça la médecine monastique. Et la médecine monastique, bien à tomber que c'est la plus haute, parce que on va dire que c'est vraiment on va dire les moines de l'époque, hein, qui étaient les médecins et qui dispensaient la science, c'est-à-dire c'est eux qui transmettaient la science, qui apprenaient les mathématiques, qui apprenaient à écrire aux gens, mais pas à n'importe qui, encore une fois. Et donc, ils leur apprenaient à écrire, etc. Et ils avaient en gros la connaissance qui venait des barbares, en fait, qu'on dit barbares. Donc, ils n'étaient pas aussi… voilà. Et donc, il faut voir que d'un côté, vous avez l'Église, et qu'est-ce qui se passe? Vous avez la période monastique jusqu'à l'an 1100 à peu près, où on va dire c'est pas les rebouteux, mais on va dire tout ce qui est traditionnel, il domine. Donc, en fait, la haute médecine, quoi. C'est-à-dire la médecine qui est en fait
l'ensemble de la chimie, de l'astrologie, de la magie, on va dire, la connaissance de la nature prédomine. Et donc, les prêtres sont souvent des géants, quoi. Enfin, des géants en niveau, quoi, en niveau de médecine. Mhm. C'est des gens de haute valeur, très, très forts, vraiment, D'accord. euh, dans tous les domaines. Vraiment, très dur de les égaler. Et donc, et de l'autre côté, vous avez l'Église. Donc, l'Église, qu'est-ce qu'elle va faire après 1100? On appelle ça, du coup, la période scolastique. De 1100 à 1400, l'Église, elle va créer des universités de médecine. Donc ça, c'est important. Des universités de médecine, elle va s'approprier la médecine à D'accord. partir de cette époque. C'est-à-dire qu'ils vont créer des universités et donc, notamment, c'est une espèce de stratégie. Ils se sont dit comment on va pouvoir rebondir suite au fait que, on va dire, on s'est fait entre guillemets détruire, tu vois, par les barbares qui sont venus reprendre le pouvoir et qui ont recréé, ils ont réussi à recréer des monastères et toute la connaissance. Et du coup, ça va pas parce qu'il y a de la connaissance, il faut la redétruire, entre D'accord. guillemets. Par contre, Ah, juste une petite parenthèse, puisque là, c'est de l'histoire, hein, c'est pas spécifiquement ouais, de la médecine. ouais, Euh, ouais. tu as peut-être oublié, entre guillemets, enfin après, sur le côté monastère, je sais pas, Ah oui, mais vas-y. là, il y a eu déjà des très fortes répressions de l'Église romaine et de Rome Ouais. par l'entremise des Carolingiens. Mhm. Charlemagne a effectué de nombreuses persécutions contre les païens. Il a interdit les réunions d'hommes libres, il a interdit des soi-disant cultes des sources qui étaient en fait Ouais. des pierres qui étaient en fait justement de la médecine, hein, c'était fait Ah ouais. pour guérir. Et donc justement, en fait, est-ce que ça a déjà pas commencé avant 1100 déjà, hein, Ah oui, ce si, ah phénomène? bah évidemment, évidemment. Mais en fait, je parle c'est pour avoir des chronologies, tu vois. Ouais, ouais. D'accord. C'est Mais en pour que les gens 1100, il y a puissent un pas. autre marqueur. Enfin, pour Voilà. moi, il y a un C'est-à-dire marqueur que, avec les Carolingiens, hein, des grosses persécutions voilà, exactement. Sauf qu'en fait, en Charlemagne 1100, et ensuite en 1100. D'accord. c'est-à-dire qu'en 1100, c'est la stratégie définitive, si on peut dire. D'accord. C'est la C'est stratégie, l'achèvement. ouais, c'est l'achèvement, c'est-à-dire que l'Église de Rome, elle a trouvé la solution pour venir achever la médecine traditionnelle. Ouais. Et en fait, c'est à partir de cette époque. Mais bien sûr, ils ont essayé à diverses méthodes de les détruire, tu vois, à droite, à gauche, par divers mercenaires, tout ce qu'ils pouvaient, hein. Ouais. Et donc, et c'est pour ça que d'ailleurs, ils se défendaient, les moines, hein. Et donc, ça, c'est important, hein. On va en parler. Mhm. Et donc, d'ailleurs, donc en 1100, donc l'Église a décidé de faire une stratégie. Donc, ils se sont dit, voilà, on va faire ça comme ça. Et à cette époque, bizarrement, environ à cette époque, il y a, on va dire, Saint Bernard, on va dire le père des Templiers et donc des moines guerriers, Mhm. qui va créer les abbayes cistériennes. Et ça, c'est très important parce qu'il y a des grands physiciens, mathématiciens, ils ont été formés et enseignés par des moines des abbayes cistériennes. Donc ça, j'en reparlerai plus tard. Et des gens hyper connus. Donc, il faut voir que à l'époque où l'Église de Rome va faire sa stratégie de comment on va étouffer la médecine traditionnelle, eh ben, ils vont créer des universités. Et les universités, qu'est-ce qu'elles vont enseigner? Eh ben, elles vont prendre l'enseignement du monde arabe, c'est-à-dire les Arabes, euh, pendant toute la période du monde obscur, entre guillemets, où les barbares sont revenus, eh bien, les Arabes, ils ont continué à développer les traductions de ce qu'ils avaient récupéré du monde hellène. D'accord. Et donc, ils ont réussi à développer les traductions, à recréer une forme de médecine à peu près correcte, on va dire ça comme ça, et sans avoir vraiment La la source. la méthodologie complète de Mhm. la philosophie, on va dire, hermétique, mais ils ont redéveloppé des trucs à droite, à gauche. Pas trop dégueulasse, on va dire. Et donc, suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, le Vatican, on va dire le monde de l'Église de Rome, elle va prendre justement on va dire, tout ce qui est Constantinople, ils savaient que c'était à Rome avant. C'est-à-dire qu'ils savaient que c'était à Rome. Ça a continué d'être à Rome pendant très longtemps. Et donc, comme c'était à Rome, si tu veux, ils décidaient des traductions. Ça, c'est très important de le comprendre. Ils Mhm. décidaient de qui doit traduire les textes des Hélènes. Mhm. Très important. Et on le sait, c'est dit, on va dire, 1000 fois dans l'histoire de la médecine, ceux qui ont traduit les textes hélènes, on va dire les textes arabes plutôt,
Parce que déjà, il y avait une traduction des Arabes au monde des Hellènes en arabe, déjà. Donc, une interprétation des Arabes, un peu erronée. Et même si elle était un peu erronée, c'était pas trop mal. Et après, il y a eu une traduction du monde de Rome, donc des Romains qui ont embauché, on va dire ça comme ça, des gens pour traduire les textes arabes et le refaire pour le monde occidental. Et ben, c'est les Juifs qui ont traduit. On va dire un autre terme de juif, on va dire talmudiste. C'est plus correct. Donc, les talmudistes, ils ont traduit les écrits du monde arabe, bien sûr demandés par les Romains, on va dire demandés par Rome, on va dire le Vatican, on va dire ça comme ça, par Rome, et qui a demandé à ces gens-là de traduire comme ils voulaient et de redonner ce qu'ils voulaient seulement au monde occidental et de créer c'est comme ça qu'ils ont créé les premières universités, donc etc. Donc Salerne, etc. Première université, et après ensuite en France. C'est-à-dire ils ont petit à petit gravé. C'est-à-dire qu'au début c'était en Espagne. En Espagne, ils ont créé des premières universités, on va dire en Espagne et en Italie. Et donc à ça, après, ça a immigré, on va dire plus haut, voilà. Et donc il faut savoir qu'en plus avec ça c'est très important. Ce serait important de comprendre qu'en fait, le monde talmudiste juif, il est lié à Rome. En fait, mine de rien, c'est hyper important. Ouais. Ça, j'ai pas pu en parler avant parce que voilà, mais c'est très important. Et c'est très important de bien avant, Oui, alors même. là-dessus, je vais aller dans ton sens par rapport, déjà dès le concile de Nicée, hein, on voit clairement que c'est Paul, l'apôtre Paul, qui est clairement un pharisien, hein, il s'en cache pas, hein, c'est écrit partout, il s'appelait Séoul, il est devenu Paul le pharisien, c'est lui qui a rédigé les 3/4 des évangiles, hein, c'est lui qui a eu le dessus. Et clairement, la religion chrétienne romaine est une religion judéo-chrétienne. Voilà, c'est Et exactement effectivement, ça. moi, je l'ai démontré plus d'une fois. On est dans un monde judéo-romain. Voilà. Et il y en a beaucoup qui voudraient nous faire croire que les Romains et les Juifs sont opposés. Ça, c'est encore un leurre, je le crois. Hein, c'est comme quand on nous dit mais non, mais Jésus a été tué à cause des Juifs, pas à cause des Romains. Je suis désolé, ils sont tous les deux dans l'affaire. Hein. Je ne veux pas être méchant, mais il y a l'empereur romain qui donne l'ordre et puis sous la pression des pharisiens. Donc au final, les deux sont dans l'affaire, les deux sont comme ça, puisque les deux ont une philosophie. Ils ont une philosophie babylonienne, on va dire ça comme ça. Ils ont une philosophie de domination impérialiste, et donc anti-traditionnelle. Donc c'est normal qu'ils entre guillemets, qu'ils se ressemblent, ça semble. Voilà. C'est exactement ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que comme, on va dire, les médecins juifs, on peut pas vraiment dire qu'ils sont médecins, hein, mais en vérité. Mais on peut dire que, en tout cas, c'est des gens qui sont très lettrés, quoi. C'est-à-dire qu'ils savent parler énormément de langues et ils s'en servent, on va dire, pour écrire une version de l'histoire, de la médecine du moins, et de l'histoire du monde même. Hein. Et donc ça, ils ont été, on va dire, engagés par Rome, hein, on peut le dire clairement. Et donc, ils ont traduit des textes de médecine. Et donc, il faut comprendre qu'il y a les moines, donc issus du monde barbare, et d'un côté, après, les églises qui font des universités. Et les deux vont se combattre. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, les deux vont rentrer en opposition. Je commence à comprendre l'histoire des Templiers, tout ça, quoi. Voilà. C'est-à-dire que l'histoire des Templiers, c'est-à-dire que les deux vont se combattre. Il y aura les moines, on va dire, qui ont hérité du savoir de la tradition ancestrale, donc surtout orale, mais aussi écrite. Hein. La géométrie, les mathématiques, vraiment complet, mais vraiment à tel point qu'aujourd'hui, on est très loin de leur niveau, très très loin. Et il y a d'un côté l'Église, qui elle veut asservir le monde. Hein. On va dire, c'est quasiment leur objectif principal. Hein. Oui, c'est la logique romaine. Bien, voilà. Et c'est la logique aussi talmudiste. Donc ça tombe bien. Les deux, en fait, comme ils ont cette logique, ils vont être main dans la main, comme tu dis. Et donc, ce qui se passe, c'est que il y aura les universités qui vont être du coup en combat, les premières universités, en tout cas du monde, on va dire Italie, Espagne, qui vont être en combat contre les c'est pas l'université, mais tu vois, c'est plutôt des petites écoles, c'est surtout des monastères, quoi. Oui, voilà, on a compris. Le principe traditionnel, c'est localisé, il n'y a pas de centralisation. C'est les villages. C'est-à-dire, il faut voir que à cette période, il y a clairement deux formes de, on va dire, médecine. C'est-à-dire la médecine traditionnelle, qui a en fait toutes les clés en main,
et la médecine qui est écrite pour venir en fait étouffer la médecine traditionnelle. Et c'est cette médecine qui va l'emporter. Et donc voilà, pour faire un gros raccourcissement, cette médecine qui va l'emporter globalement dans les écrits, eh ben, elle va l'emporter sur la traditionnelle. Ils vont réussir à infiltrer petit à petit, on va dire, le monde des monastères. D'ailleurs, il y aura les monastères, on va dire plutôt, on va dire romains, donc grégoriens, etc. Donc du monde romain, qui vont apparaître en opposition aux monastères des barbares. Ah ouais. Donc vous aurez en fait, on va dire vraiment un combat et un mix des deux. Et ceux qui vont l'emporter sur les écrits, c'est l'Église de Rome. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont réussir par la guerre, ils ont égorgé beaucoup. Hein. Le massacre des Templiers est un marqueur, je pense. Il est extrêmement lié parce qu'en fait, on dit que les Templiers sont liés au Vatican. C'est un énorme raccourci de dingue. C'est-à-dire que les Templiers, on dit c'est des moines guerriers, c'est pas pour rien, c'est de l'hermétisme. Moines guerriers. Et c'est qu'en fait, ils sont profondément liés aux valeurs ancestrales traditionnelles et leur but, c'est justement c'est lié au monde barbare, quoi, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire dans la philosophie traditionnelle celte, hellène, viking, spartiate, c'est un esprit saint dans un corps saint. Donc, ce sont des moines dans le sens des intellectuels et des sages, mais guerriers dans le sens des vikings, des spartiates. C'est-à-dire c'est des hommes à la fois intelligents et athlétiques. Ils ont tout en même temps. Ça recoupe avec ce qu'on disait dans la description de Pythagore, c'est-à-dire c'était un boxeur champion olympique en plus d'être celui qui marque son nom dans tous nos cours de mathématiques, quoi. Voilà. Donc on va dire que voilà ce qui s'est passé, c'est que pour faire un gros raccourci, dans le monde de l'Église, on note dans l'histoire de la médecine, et j'ai pu le récupérer dans plein de livres d'histoire de la médecine, l'anti-hellénisme. L'Église de Rome, c'est l'anti-hellénisme. C'est marqué. Au Moyen Âge, leur but, c'est de détruire tous les Hellènes. Et donc les monastères hellènes, entre guillemets. Tu trouveras ça nulle part, monastère hellène. Et donc du coup, pour eux, c'est de détruire la connaissance. Donc on va dire, ils sont parvenus, ils sont pas parvenus à détruire la connaissance orale puisqu'elle a continué jusqu'à nos jours de perdurer. Mais ils sont parvenus à s'approprier les universités. Voilà, ça c'est important. Et s'approprier la façon d'enseigner la médecine jusqu'à nos jours, globalement. Voilà. Donc c'est une médecine qui rend malade aujourd'hui puisqu'elle étudie la pathologie et pas la santé. Donc voilà, il y a un gros problème. Donc notre médecine moderne dérive de cette médecine judéo-romaine. Voilà, complètement. Tout à fait. Et par contre, l'objectif n'était pas effectivement le bien commun, mais c'était un objectif politique de contrôle. Exactement. C'était un objectif politique, et ça l'est toujours, hein, plus que jamais. Et donc plus que jamais, puisque avec le monde de la pharmacie, hein, donc plus que jamais, c'est vraiment un objectif commercial, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment devenu un objectif purement commercial vraiment de faire de ceux qui sortent des facs de médecine des gens profondément incultes de la médecine finalement et profondément incultes de la physiologie et qui sont incapables de guérir les maladies. D'ailleurs, ils souffrent des mêmes maladies que leurs patients. Donc en fait, c'est un monde vraiment, on retourne les valeurs. C'est-à-dire que on prétend enseigner la médecine alors qu'en fait, on n'enseigne rien. D'ailleurs, en fait, comment ils ont gagné le combat? Petit à petit, les disciplines ancestrales, comme l'astrologie et la chimie qui étaient enseignées dans les monastères comme de la médecine, elles ont petit à petit disparu alors qu'au début, dans les premières universités, elles étaient quand même encore enseignées. Voilà. Donc en fait, c'est important. Elles ont disparu progressivement. Alors qu'on va le voir, l'astrologie, c'est progressivement. Voilà. Alors que l'astrologie, c'est lié au tempérament glandulaire, puisque on va le voir, c'est de l'astrologie. Et donc voilà. Donc tout ça pour dire que l'anti-hellénisme a pris le pas sur la médecine ancestrale traditionnelle. Et donc voilà, ça c'est important. À l'hellénisme, on peut rajouter le druido-odinisme, bref, la médecine traditionnelle kelto-nordique, quoi, en fait. Hein. Bon, voilà. Tout ça, c'est mon travail historique, en fait, que je suis en train de développer au fur et à mesure. Mais tout ça, c'est lié, effectivement. Il y a le monde de la tradition, qui est la tradition des hommes libres, comme tu as dit au début. Et en face, il y a le politique, celui qui veut contrôler les gens, qui veut les asservir. Et donc, ce que tu veux nous dire, c'est que la médecine d'aujourd'hui est une médecine de type allopathique, c'est-à-dire qu'on va traiter le symptôme. C'est Thierry Casasnova qui montre ça bien aussi quand il parle des fameux symptômes, qui dit on s'attaque qu'aux symptômes, mais on s'attaque pas aux causes. Et en gros, voilà, la médecine symptomatique, c'est celle qui est développée aujourd'hui parce qu'en gros, elle est commerciale, elle nécessite
une opération de commerce pour être Un traitement appliquée. lourd et cher. Alors que la médecine traditionnelle, elle traite le fond, le terrain, la santé globale, ce qui fait que, en fait, la médecine traditionnelle, le but, c'est de ne pas tomber malade. Et du coup, vu qu'on tombe pas malade, bah, on peut pas facturer de Ouais. prestations. Et Et le c'est un but, on peu va ça la voir, c'est logique. d'éduquer. Ouais. Et le but, c'est d'éduquer et d'amener la vertu. C'est-à-dire, la vertu, c'est aller contre tes vices, entre guillemets, et contre tes faiblesses de tempérament. Donc ça, on va le voir. Et juste une parenthèse avant qu'on commence là-dessus, c'est l'histoire. L'histoire, de toute façon, on pourra écrire tout ce qu'on veut sur l'histoire. C'est pour ça que c'est une transmission orale. Et donc, on pourra écrire tout et n'importe quoi. Et les historiens, et là, avant qu'on commence là-dessus, il faut que je te parle d'un truc, c'est la croix chrétienne. Ça, c'est très important. Le christianisme, beaucoup de gens parlent, très peu connaissent la véritable identité du christianisme. Mhm. Et il faut voir que le christianisme est profondément lié au monde celtique, en fait. Puisque la croix chrétienne, en fait, la croix chrétienne, mais le vrai christianisme, la croix chrétienne, c'est déjà les 4 points cardinaux, c'est les 4 éléments, c'est en fait les 4 couleurs du grand oval chimique, donc le noir, le blanc, le jaune et le rouge, et c'est les 4 couleurs des races qu'il y a sur Terre. Et elle est assemblée en une croix, c'est-à-dire que les 4 races sont main dans la main pour fonder une harmonie sur Terre. Donc ça, c'est très important. Donc en fait, la croix chrétienne, on va dire, c'est Mais tu parles de la c'est croix la celtique croix. ou la croix des Templiers, c'est-à-dire une croix qui est Alors oui, équilibrée, avec les 4 exactement, côtés exactement. équilibrés. C'est pour ça Tu qu'elle peux est tracer templière. un cercle, la croix qui s'inscrit Voilà, dans un cercle. Attention, exactement c'est ça. important, parce que la croix Ouais, que l'on voit partout, c'est pas celle-là. C'est une on est croix, d'accord. tu peux pas faire de cercle. Ça, c'est la croix On est d'accord. judéo-chrétienne. D'accord. Oui, pas que, mais ça fait partie. Et les hermétistes, ne t'inquiète pas, ils s'en sont chargés pour on va dire, transmettre des trucs utiles quand même. De toute D'accord. façon, tout ça pour dire que la croix chrétienne, mais la vraie, c'est-à-dire, comme tu dis, la croix templière, eh ben, ça unit quoi? Eh ben, c'est toutes les valeurs, c'est-à-dire les 4 éléments, les 4 races, c'est-à-dire c'est la connaissance de l'ensemble. Et donc, ils étaient absolument pas antisémites, tu Ouais, vois, ouais. et ils étaient absolument pas racistes. Et Au surtout cette contraire. vision, on retrouve cette vision du tout et cette vision Ouais, de l'unité au centre et de l'équilibre entre les exactement, 4. C'est ça, hein, c'est la exactement. vision de toujours retrouver l'équilibre. Et en médecine, l'équilibre, ça va se matérialiser par l'homéostasie. Voilà, Ouais, donner à son corps, enfin rééquilibrer le corps, et on est en santé, on n'est pas malade, tout simplement. voilà. Et donc, ouais, c'était pour faire un parallèle là-dessus parce que D'accord. on entend beaucoup de choses sur les chrétiens, parce qu'il y a les vrais et les faux chrétiens, hein, c'est toujours Oui, pareil. il y a un terrain d'entente possible, évidemment, entre les druido-odiniques, les païens et les chrétiens. Voilà. Ouais, ouais. Voilà. Donc, Important d'avoir bien on va compris ce que passer. c'était au départ. Voilà. Bah écoute, je te propose de passer à la seconde partie. Donc là, écoute, c'était une première partie, on va dire historique. Et Rigolo. là, on va passer plus, on va dire, à l'aspect fonctionnement du corps humain, à l'aspect médecine, quoi, plus pur et Ouais. dur. Donc alors pour les sources, on va dire les sources historiques par rapport à l'histoire de la médecine. Je me suis inspiré d'ouvrages. Donc si les gens veulent plus de détails sur ça, ils peuvent consulter ces ouvrages. Alors vous avez Histoire de la médecine de Aliwa, B. Aliwa, qui est en fait un livre. Dedans il parle des juifs, hein, enfin des médecins juifs qui ont traduit, etc. Alors évidemment dans les sources que je donne là, il mentionne pas les Celtes. C'est-à-dire, il les mentionne sous le nom d'Hélène. Et donc, voilà, c'est important. Donc, il y a Hippocrate aussi. Donc, ce livre, c'est un pavé quand même, hein. C'est écrit par Jacques Joanna. Ensuite, vous avez Histoire de la médecine, ici, écrit par Kenneth Walter. Voilà, si quelqu'un veut trouver. Et vous avez Sous l'œil d'Hippocrate, qui est aussi intéressant. Donc, celui-là, écrit par Marc Magro. Donc ça parle d'histoire de la médecine, du temps des Romains, etc. Et il mentionne souvent les Hellènes. Et donc quand c'est pas mentionné, il les nomme barbares. Voilà. Donc c'est important, hein. C'est juste, Les ouais. barbares vikings, les barbares Voilà, gauls, les barbares gaulois. voilà. Donc eux, évidemment, ils parlent pas des Celtes, ils disent pas c'est les Celtes, c'est Ouais. ceci. Ils mentionnent Hélène. C'est ça qui est très intéressant. Hélène ou barbare. Ok, bah Hélène. écoute, merci, hein. Donc, vous avez vu là 4 sources, hein. Tout ce qu'on vous dit, c'est sourcé. Voilà. C'est des historiens.
des historiens de la médecine ou des médecins qui écrivent ces livres, hein. Donc, c'est important d'aller s'y référer si les gens veulent plus de détails sur le sujet. Voilà. Après, Parfait. évidemment, ils ne parlent pas de transmission orale. Voilà. Donc, début de la deuxième partie pratique, la médecine, le fonctionnement du corps humain d'après la vision traditionnelle. Voilà, donc, d'après la vision traditionnelle, bon, alors déjà, il y a cette loi d'équilibre. C'est-à-dire que on est vraiment sur le juste milieu des choses, l'équilibre. Donc, l'équilibre, ça va se traduire par déjà, c'est important hein, ça de souligner, trois sciences fondamentales qui n'en font qu'une en fait. C'est l'astrologie. Donc, l'astrologie, c'est quoi? C'est justement, on va le voir, l'influence des planètes. Donc l'influence des planètes sur notre morphologie, sur le corps humain, sur voilà, sur ce qu'on est en fait, hein. Sur notre, on va dire ce qui va façonner le tempérament. Vous avez l'alchimie qui est liée à l'hygiène. En fait, c'est important, hein, à l'hygiénisme même, mais le pur, le plus haut. C'est-à-dire l'alchimie, c'est l'art de d'épurer toutes les substances, que ce soit le corps humain, mais toute la matière qu'on appelle substance chez les anciens. Et donc, son but, c'est d'épurer, donc de désencrasser, d'épurer les choses. Ça, c'est l'alchimie. Donc comme quoi, beaucoup parlent d'alchimie, très peu connaissent, hein. Et il faut voir, du coup, l'aspect, du coup, la magie. C'est l'art, en fait, d'utiliser les forces de la nature, et, on va dire l'énergie dans son ensemble, hein. Donc, donc magie, c'est-à-dire de mag, donc grand, et I, donc intelligence, pour E, énergie, donc grande intelligence de l'énergie. Donc c'est ça la magie, mais de toute forme d'énergie. Donc ça c'est la médecine, voilà, et c'est la science traditionnelle. On va dire que les druides maîtrisaient pleinement, mais que bien avant eux, on va dire le monde avant les, on va dire si on part du principe qu'il y a eu des déluges, moi je pars du principe qu'il y a eu des déluges, il y a une civilisation de l'âge d'or qui maîtrisait cette science, voilà. Donc elle a été transmise. Donc on l'appelle la science hermétique. Voilà. Donc la médecine, elle est où là-dedans? Eh ben la médecine, c'est le fondement. C'est-à-dire que ce soit, comme dit Pythagore, les nombres ou la santé, c'est en fait la même chose, c'est la même science. Donc il faut voir que on va parler aujourd'hui principalement des tempéraments, c'est-à-dire du côté astrologie. C'est-à-dire l'astrologie, qu'est-ce que c'est? Bon, pareil en fait, hein, très peu de gens connaissent aujourd'hui l'astrologie, comme c'est une transmission orale. Ils vont te dire, bah, l'astrologie, c'est tracer le cosmogramme, et par rapport à ta date de naissance, c'est voir quelles sont tes planètes, etc., etc. Oui, on va dire, mais pas que. Surtout, l'astrologie, c'est observer la personne. C'est-à-dire observer la personne où elle en est, actuellement dans sa vie, par rapport à où elle veut aller. Et on va dire mesurer l'écart pour appliquer la bonne méthode. C'est-à-dire que une personne, on va dire, je te prends des exemples, une personne qui va être marquée par Saturne. C'est une personne qui va être marquée par Saturne, ça va être une personne qui va être introvertie, déjà, on va dire massivement introvertie. S'il est marqué principalement par Saturne, il va être introverti. Introverti, ce sera quelqu'un souvent de grand, quelqu'un souvent qui sera, on va dire, un sac d'os, si je peux dire ça comme ça, qui aura les dents fragiles, etc. Ce sera quelqu'un, en fait, marqué par Saturne, qui va être observateur, beaucoup. Donc, beaucoup observateur, et il y aura l'arcade sourcilière assez rapprochée des yeux, comme moi, par exemple. Mais je suis pas marqué que par Saturne. Donc, ça, on le voit à la tête. Par exemple, je suis marqué aussi par Mars. C'est-à-dire que tu peux être marqué, si tu es un pur Saturnien, tu auras une tête, on va dire, un pur Saturnien, il s'exprime jamais en public. Comme il est introverti, lui, il est observateur et il fait ses coups, tu vois, on va dire, il garde pour lui. C'est les personnes qui ont tendance à faire justement plus facilement des maladies, tu vois, parce qu'ils mettent pas à l'extérieur les choses. L'inverse, ça va être justement le jupitérien. Donc lui, c'est la grande gueule par excellence. Et il va avoir du coup souvent une longue mâchoire et assez épais, tu vois, une grande tête. Ça, c'est le mec qui parle, qui ouvre on va dire, qui ouvre sa gueule tout le temps. Donc pour dire tout et n'importe quoi, alors qu'il sait pas, hein, il sait pas, mais il parle. C'est-à-dire il parle, il fait des réflexions à tout le monde, tu vois.
Ça, c'est la grande gueule, on dit. Donc, c'est le jupitérien. Et donc, lui, il va être souvent assez gros d'en haut et il va avoir des fines jambes, des très fines jambes. Donc souvent, c'est ça, le jupitérien. Il y a une grande tête et voilà. Et vous avez le martien, par exemple. Donc, le martien, ça va être celui qui, ça va être celui qui cherche la castagne tout le temps, quoi. C'est-à-dire, il cherche la merde tout le temps, à tout le monde. Parce que Mars, c'est vraiment la planète de la colère du guerrier, qui est marquée par le fer. Et lui, il va vraiment chercher à. Et si vous avez par exemple un Jupitérien qui est marqué avec un Martien, ça veut dire qu'il y a autant de Jupiter que de Mars, il va avoir une grande gueule et il va chercher la merde à tout le monde. Voilà. Donc ça, vous en avez plein. Vous en avez plein des gens comme ça. Donc, vous avez ce type de personne. Donc, le Martien, lui, a trop confiance en lui. C'est-à-dire que le Martien, c'est vraiment, il y va quoi. Il est dans l'action. C'est l'action. Mars, c'est l'action. Donc, il agit tout le temps. Il agit avant de réfléchir. Il réfléchit peu, il agit d'abord. Il fait des conneries, il agit. Après, il essaie de réfléchir, quoi. Mais parfois, il n'y arrive pas, quoi. Et toute sa vie, s'il est marqué par Mars, principalement, il va jamais vraiment réfléchir. Il va agir, voilà. Et vous avez le Saturnien, lui, il va agir. Lui, il va pas agir, justement. Le Saturnien, il va être trop intellect. Et donc, toute sa vie, il va réfléchir. Et voilà. Donc, c'est, par exemple, il faut voir, c'est par rapport au tempérament. On avait déjà fait une émission là-dessus, sur la branche rétractée et la branche dilatée. Et ben, globalement, vous allez pouvoir placer, dans la branche rétractée, vous avez le Saturnien. Et dans la dilatée, vous pouvez avoir le Martien et le Jupitérien. Voilà. Donc, ça, c'est important. Et donc, vous avez deux planètes importantes. D'accord. Mais sinon, comment ça fonctionne tout ça? Sur quoi ça repose? Est-ce que c'est juste une croyance? Alors, tout ça, eh ben, justement, ça repose sur justement techniquement, je veux dire techniquement. Techniquement, pour expliquer techniquement, vous avez donc la Lune, par exemple. Je te parle de la Lune, parce que c'est ce que les gens connaissent aujourd'hui, parce qu'ils connaissent plus grand-chose. La Lune et le Soleil, ils ont une influence sur les marées, tu vois. Donc, on va dire que la Lune, elle a une influence sur les liquides, sur l'eau. D'accord. Donc, on peut faire une analogie, effectivement, entre l'influence lunaire sur la mer. Voilà. Il y a une influence sur le liquide. Qui provoque des marées. Donc, voilà. Par analogie, on peut effectivement deviner qu'il y a également une influence sur nos liquides à nous, internes. Voilà. Et la Lune, elle va avoir une influence pas que sur les liquides. La Lune, par exemple, elle va avoir une influence sur le cerveau, donc le mental, et l'estomac. Donc ça, c'est important. La Lune, elle va avoir une influence sur le cerveau, l'estomac et sur les os internes. Par exemple, je te prends un exemple, en phase de pleine Lune, celui qui va essayer on va dire, d'éliminer des trucs, ou faire un nettoyage du foie, par exemple, des choses comme ça, bah, il va très peu éliminer, parce que son corps, il va retenir l'eau en phase de pleine Lune. Et en phase de Lune décroissante, son corps, il va avoir tendance à expulser l'eau. Ça, c'est de la médecine traditionnelle. Donc, la Lune, elle a une influence sur la rétention de l'eau ou l'expulsion de l'eau. D'accord. Donc, si on veut détoxifier l'organisme, il vaut mieux le faire en Lune descendante, c'est ça? Il vaut mieux faire en Lune descendante pour en fait éliminer plus d'eau, on va dire plus d'eau sale. C'est-à-dire que le corps, il va faire moins de rétention. Parce que le cerveau, il va avoir besoin de moins. Voilà, voilà, c'est important. Donc, il faut voir que, voilà, et le soleil, par exemple, il va être lié à tout ce qui va, lui, figer, coaguler. Enfin, on va dire, le soleil coagule, la lune dissout. C'est de l'alchimie, hein, c'est de la médecine. Donc, en fait, le soleil, il va coaguler, il va avoir une action sur plus, on va dire, les cendres, ce qui nous constitue. Donc, le principe, justement, les minéraux. Donc, si vous avez, donc, pour expliquer simplement, les planètes qui sont dans notre système solaire, ils sont en fait justement liés à nos fonctions, vraiment, toutes les fonctions qu'il y a dans notre corps. Par exemple, Mars, ça va être les muscles et le système nerveux. Et le fer, donc l'hémoglobine du sang. Ça, c'est important. Ça, c'est Mars, planète rouge, planète du fer. Et donc, ça va être les... Il y a une incidence, il y a une incidence subtile, réelle, en fait, du mouvement des planètes sur des choses subtiles internes au corps humain. Parce qu'en fait, c'est on va dire, c'est du domaine énergétique, entre guillemets. C'est que c'est du domaine on va dire la gravitation des planètes engendre une forme d'énergie. C'est-à-dire, on dit, tu vois, que les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus.
Encore une fois, tu vois, c'est de l'hermétisme. C'est pour montrer une polarité. Et donc, dans notre système solaire, il y a une polarité. On va dire que ça fonctionne par aimantation et qu'il y a des formes d'énergie qui se développent du coup sur notre Terre, mais qui sont liées aux astres qui sont dans notre système solaire. Donc ça, c'est important. Et donc, d'ailleurs, dans l'astrologie traditionnelle, la véritable, le corps humain fait partie de l'astrologie. Et donc, chaque on va dire, planète, chaque maison du thème astral, il va être lié à une fonction du corps. Donc ça, c'est très important. Et donc, les planètes, ils ont vraiment une réelle influence sur la matière qui se développe sur notre planète. Mhm. Donc, les planètes qui sont autour de nous. Et donc, ça, c'est important. Vraiment, parce ils vont venir façonner, en fait, donc je disais que Mars, on peut dire, en fait, on pourrait dire, certains d'ailleurs s'amusent à ça, hein, qui se prétendent médecins, ils s'amusent à dire que tout ça, c'est une connaissance empirique, des théories, des suppositions, que ça tient pas la route parce que on n'a pas d'écrit là-dessus, bah normal, c'est oral, et que du coup, on l'a pas démontré. Mais encore une fois, c'est normal, puisque on part du principe que notre science, elle a été arriérée, mais moi je pars de ce principe-là, elle a été, on va dire entre guillemets, anéantie, elle a été diminuée jusqu'à nos jours, et que les outils qu'on a développés, c'est des outils pour analyser de façon extérieure, c'est-à-dire on veut être absolument sûr que ce qu'on voit, c'est la vérité. Mais sauf que la science, comme elle est liée à la philosophie, on peut pas tout voir, pas tout comprendre, et c'est pas parce qu'on voit pas qu'il se passe pas quelque chose. Or, les anciens, ils savaient, on va dire, absolument tout. Je vais dire ça comme ça. Donc, je suis un petit peu extrême, hein, mais c'est pourtant ce C'est que pour, on va dire, t'exagères un peu pour qu'on comprenne mieux en tous les cas. Et Mais moi, donc, ce que je comprends, c'est que c'est des phénomènes tellement subtils que même la technologie moderne, avec les derniers microscopes, avec les dernières technologies, on n'arrive toujours pas à parce qu'on n'a observer pas la ces bonne, choses-là. voilà, On parce qu'on n'a commence pas la bonne peut-être, méthodologie. on Voilà. commence peut-être à voir un tout petit peu ça avec ce qu'on va appeler la physique quantique, tout ça. Mais en réalité, c'est tellement fin qu'on n'arrive pas à l'observer. Et d'un autre côté, comme tu l'as dit par ta démonstration historique, de toute façon, Mm. en réalité, ça n'intéresse pas une certaine catégorie de la Non, médecine, puisque ce qu'on cherche à faire, c'est du chiffre et pas voilà, le bien-être de l'humanité. voilà. Par contre, moi, ce que je peux ajouter pour aller dans ton sens, quand ils disent ce n'est pas démontré, en réalité, on peut le démontrer, on peut faire des études qui le démontrent. Et Mm. j'en ai une que je vais essayer de retrouver là après pour le montage. Une Ouais. étude qui a été faite sur les sportifs de haut niveau concernant l'astrologie. Eh bien, il se trouve que tous les sportifs de haut niveau, si tu fais une moyenne, pardon, des sportifs de haut niveau, Ouais. pas tous, mais si tu fais une moyenne, tu Mm. t'aperçois qu'effectivement, la planète Mars est dominante. Si tu fais Mm. un profil moyen du sportif de haut niveau, tu as la planète Mars qui est dominante et donc effectivement, ça corrobore parfaitement les connaissances des anciens. Ouais, exactement. Ben, en fait, en vérité, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'études, mais c'est pas des études qui ont le droit de paraître dans les livres, tu vois. C'est-à-dire dans les livres, dans ce qu'on va t'enseigner à l'école, quoi. C'est-à-dire dans ce qu'on va t'enseigner à l'école, ça, c'est du domaine de la théorie, tu vois. Mhm. Alors qu'en fait, ça pourrait très bien être démontré. Et Ouais, comme ça, souvent. Mais ça n'a pas le droit, ça a pas le droit de paraître. ouais, Donc, c'est de la politique. Et donc, il faut voir, du coup, comme tu dis, que exactement, les Martiens, souvent c'est les sportifs de haut niveau parce que Mars domine le système musculaire et le système nerveux et le sang. Donc ils ont tout pour réussir, sauf que ils peuvent avoir des fragilités osseuses, par exemple, s'ils sont aussi marqués par Saturne dans leur thème astral, parce que ouais. Saturne domine les os. Mhm, Donc les os, les os, quoi, mhm. l'ossement. Donc le Saturne, si elle est marquée par Saturne, et que Saturne, bon, après c'est de la complexité, c'est tout ça, on n'aura pas le temps d'en parler, mais que Saturne est en exil par rapport à sa maison, ça veut dire qu'il est opposé à sa maison, il se pourrait qu'il développe des problèmes osseux. Mhm. Donc tu peux avoir une grosse musculature, mais comme c'est pas équilibré avec en proportion avec tes os, ça peut casser, D'accord. net. Et donc tu peux rapidement te blesser. Donc tout ça, c'est de la médecine, voilà. C'est un peu pour donner l'ordre d'idée de la médecine. Et donc je disais, aujourd'hui on s'intéresse au Soleil et à la Lune. Donc ça, c'est, on va dire, plutôt, ils ont intérêt de s'y intéresser parce que c'est ce qui impacte le plus visiblement sur les marées, sur l'ensemble, sur la Terre. Et donc ils s'y intéressent en physique. Mais les autres planètes, ça a été occulté. D'accord. Oui, donc je disais, aujourd'hui on s'intéresse surtout au Soleil et à la Lune.
dans l'ensemble parce que ça a un impact direct sur les marées, etc. Mais plus aux autres planètes. Alors que les planètes aussi, qui font partie de notre système solaire, ont un réel impact sur notre planète à nous, et notamment donc sur toute la nature. Et donc, c'est lié, entre autres, à la chimie. Ils ont un impact sur les métaux. D'ailleurs, chaque métaux est lié à une planète dans les jours de la semaine, les 7 jours de la semaine. C'est les 7 planètes principales. Donc, ça, c'est important. Donc, pour dire que, bien sûr, l'astrologie, c'est pas le but de l'astrologie, c'est pas prédire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup, se sont amusés à utiliser l'astrologie pour prédire. Mais le but de l'astrologie, c'est surtout se connaître soi-même. Et ça, c'est important. Et elle s'étudie pas, on va dire, elle s'étudie plus dans l'observation de l'autre. C'est-à-dire qu'en observant l'autre, on peut tracer son thème astral, sans même connaître la date, sans même rien. C'est-à-dire que rien qu'en observant l'autre, on peut dire sa prédominance, on peut savoir les planètes qui le dominent et on peut savoir quel état de santé il a par rapport à ces planètes, puisque chaque planète est liée à une fonction dans le corps. Donc ça, c'est important. Et c'était de la médecine enseignée jusqu'à très tard, avant que l'Église de Rome prenne l'assaut des universités. Et petit à petit, fasse que ça disparaisse. Parce que pour eux, d'ailleurs, la théorie des humeurs, ils ont appelé ça théorie des humeurs. Les humeurs qui sont les liquides vitaux du corps humain. Donc le sang, la lymphe, etc. Et donc, aujourd'hui, les gens ont retenu que le sang. C'est normal. Parce que l'Église, on va dire les universités, l'Église de Rome, a dégagé les humeurs pour les remplacer par leurs pseudo-sciences. On va dire de tout diviser, de tout analyser séparément. Et donc, ça, c'est important. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Molière, entre parenthèses, il a parlé des humeurs. Donc, c'est très important. Et Molière, quasiment personne connaît sa vie, d'ailleurs. Et il était tapissier, Molière, et à côté comédien. Et donc, ce gars, il connaissait la médecine ancestrale. Et d'ailleurs, c'était un très bon ami, l'un des meilleurs amis de Louis XIV. Voilà. Donc, c'est important de le comprendre tout ça, et c'est pas pour rien. Et donc, Molière, il a dit, voilà, les humeurs, c'est pas de la tarte, vous allez vouloir mettre ça de côté, mais moi, je vais faire un truc là-dessus. Comme ça, je vais bien vous emmerder, voilà. Donc, faut montrer que d'un côté, même du temps de Molière, il était contre l'Église de Rome qui voulait s'accaparer encore toujours plus de pouvoir et connaissait l'histoire. Et donc, voilà. Donc, d'ailleurs, bref parenthèse par rapport à l'histoire, je félicite du coup Pascal Cazotte sur ses travaux, c'est important. D'ailleurs, tu l'avais invité, il me semble, sur Napoléon, etc. Parce que franchement, c'est rare ça, des véritables historiens. Donc, je voulais vraiment inciter. D'accord. Donc, c'est important du coup. Voilà. Donc, c'est important de voir que la médecine, donc, vous avez une dominante forcément de l'astrologie, mais qui n'est pas ce que les gens pensent. C'est-à-dire, les gens pensent l'astrologie, c'est prédire, et puis en gros, c'est l'effet puits, tu vois. Ils se disent, ça, c'est de la science. L'effet puits, c'est que, en gros, si on va te dire un truc, à un moment donné, tu vas finir par retomber dedans. Non. En fait, l'astrologie, c'est pas du tout ça. Hein. L'astrologie, c'est l'art d'observer les tempéraments de l'individu. C'est ça l'astrologie, la véritable. Parce qu'on sait que les planètes influencent la forme et le fond des individus. Qui sont. Puis c'est ce qui nous relie à l'univers finalement, hein, puisqu'on parle de planètes, on voit tout de suite l'univers et on s'aperçoit qu'il y a concomitance entre les forces et les mouvements des planètes et les humeurs des humains. Donc, quelle est l'interface justement entre ces planètes et nous? Est-ce que ce ne serait pas ces fameuses glandes endocrines? Ouais. Alors, justement, ça c'est important de le comprendre, c'est que d'une part, comme je l'ai dit, tu vois, il y a les glandes, mais ce qui va être important vraiment parce que il n'y a pas en fait, c'est très complexe dans son ensemble. C'est-à-dire que dans son ensemble, c'est très complexe. C'est vraiment transmettre ça, on va dire, l'ensemble de la méthodologie est plutôt simple, mais la connaissance, parce qu'ils ont à la fois la synthèse, les anciens, et les détails. Et ils réunissent les deux. Et comme ils ont tout en même temps, ils sont très capables, très très forts. Il faut comprendre que du coup, il y a des tendances. C'est-à-dire que tout est tendance. C'est-à-dire que tout a tendance à être lié à ça. Et donc, il faut voir que, évidemment, ce qui est important de voir, c'est que le système glandulaire, il va être lié à plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a 7 glandes principalement. Et donc, si tu regardes par rapport on va dire
aux théories, hein, tu me fais l'avocat du diable, aux théories sur les chakras, tu vas avoir des couleurs prédominantes, tu vois. Et ces couleurs prédominantes, ils vont être liées aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ça, c'est important. Donc, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, eh ben, l'arc-en-ciel, c'est quoi? C'est la lumière solaire. C'est-à-dire que c'est la lumière blanche qui est découpée en plusieurs couleurs. Ouais. Donc ça, il faut vraiment le comprendre, c'est important. Et c'est lié à l'alchimie, encore une fois, donc à la médecine. Et donc, cette lumière, on va dire solaire et lunaire, elle a un impact sur notre système glandulaire. Puisque qu'est-ce que c'est que la lumière lunaire, finalement? Eh ben, c'est que la lumière solaire polarisée. Ça veut dire que c'est la lumière solaire qui est polarisée, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus pénétrante, c'est-à-dire qu'elle va beaucoup plus en profondeur dans l'organisme que la lumière solaire en vérité. La lumière solaire, elle crame en superficie, elle est violente, et la lumière lunaire, comme c'est une polarité, elle est inverse, c'est-à-dire qu'elle est douce, mais elle est beaucoup plus profonde. Ses effets sont beaucoup plus profonds. Et donc ça, c'est très important. Et donc c'est pour ça qu'elle a un impact direct sur nos cellules et que la nuit, c'est le moment où le corps se régénère le plus. C'est-à-dire que la nuit, on refabrique des nouvelles cellules et c'est profondément lié à la lune, à la lumière lunaire. Et donc, c'est lié aux phases, on va dire, au mois lunaire, quoi. Donc, c'est important. Et d'ailleurs, il y a un calendrier solaire et lunaire, mais on n'aura pas le temps d'en parler. D'où l'intérêt de se coucher tôt. Voilà. Déjà, d'où l'intérêt de se coucher tôt et de se coucher quand le soleil se couche. Et donc, parce que quand le soleil se couche, c'est la lune qui va prédominer. Et comme la lune prédomine, eh ben, on va dire que si on respecte pas le sommeil, et admettons on dort pas le soir, on est en phase d'éveil. Donc on est en phase d'éveil. Qu'est-ce qui se passe en phase d'éveil? On crame toute l'énergie, donc par le cerveau qui est lié à la lune. Hein. Donc on crame toute l'énergie à réfléchir par le cerveau et à faire on va dire, on bouge nos muscles, on bouge, etc. Tu vois. Donc on n'est pas vraiment, on n'est pas au repos du tout. Donc de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on perturbe ces cycles, forcément de sommeil, il y aura un gros problème de santé par la suite, puisque la Lune, elle est liée à ça. Et donc, pour profiter, on va dire, des effets de la Lune, on va dire ça comme ça, donc des effets du féminin, parce que la Lune, on va dire que c'est le féminin, le Soleil, le masculin, c'est toujours de la polarité, et ben, il faut se coucher, tout simplement, et se coucher quand la nuit tombe. Voilà. Et donc, c'est d'ailleurs dormir à la belle étoile, entre guillemets. C'est toujours mieux. Parce que dormir à la belle étoile, pas dans une espèce de, on va dire, c'est vraiment important. Et de dormir à la belle étoile et un maximum aussi à la lumière de la Voie lactée. Donc ça, c'est tout des choses importantes que les anciens connaissaient. Ils savaient que se coucher tôt, c'est important, mais que travailler le jour, on va dire, le jour tu travailles, tu construis des choses, tu fais, et la nuit, voilà, au repos. Mais il y a toujours des phases. Voilà. Oui, la phase, il y a aussi le système nerveux, tu as le système nerveux sympathique justement qui est dans l'action le jour, et puis tu as le parasympathique qui va mieux se manifester Exactement. avec la C'est nuit. toujours la polarité parce que dans le corps humain, du coup, c'est régi par cette polarité. La polarité masculin-féminin, la polarité soleil-lune. Voilà, donc après, tu as les autres planètes, hein, mais bon, ça sera long. Et donc, tout ça pour dire que ça va être l'astrologie. Si tu as, après la part alchimie, c'est toujours ternaire, tu vois, parce que le chiffre 3, il est très important. Hein. Ces 3 disciplines, c'est vraiment, c'est important. Hein. On dit Hermès Trismégiste, le 3 fois grand, tu vois. C'est parce qu'en fait, Hermès, c'est le 3 fois grand, puisqu'il y a les 3 disciplines fondamentales de la science des anciens. Transmission orale et transmission de maître à disciple, c'est-à-dire en fait de personne vertueuse à personne vertueuse. C'est-à-dire tu transmets à quelqu'un qui est contemplatif et qui respecte la nature et qui s'intéresse à la nature. Il est contemplatif de la nature, il respecte la nature et il te respecte. C'est comme ça que tu transmets. C'est pour ça qu'il y a eu une division dans l'histoire de la médecine entre ceux qui transmettaient aux gens qui faisaient pas la guerre, mais qui s'intéressaient à l'harmonie de la nature, et ceux qui voulaient tuer les autres et les asservir. Donc, on ne transmet pas à cela. Voilà. Donc, c'est en ça qu'il faut comprendre. Donc, l'alchimie, pour revenir à ça, c'est l'art d'épurer tous les corps. Donc là, c'est lié à l'hygiénisme, complètement. Donc, l'hygiénisme, hygiène, c'est une déesse grecque, pour pas dire Hélène, en fait, hein, parce qu'on va le dire quand même. Et donc, c'est une déesse qui commence par un H, toujours pareil. Et cette déesse, qu'est-ce qu'elle symbolise? Eh ben, ou plutôt, c'est quoi l'emblème de cette déesse? Ça va être justement l'épuration.
Quel est le nom de cette déesse? J'ai zappé. Hygiène, hein. Il y avait une déesse qui s'appelait Hygiène ou Hygiéna. Ah d'accord. Ah oui, voilà. Et ça c'est à souligner parce que tu vois, il y a une déesse grecque qui s'appelle Hygiène. Voilà, et c'est l'une des principales. C'est-à-dire qu'en fait, pour les Hellènes, c'était l'une vraiment des principales. C'est-à-dire que elle, c'était, de toute façon, elle faisait partie des 3 disciplines. Et elle est en fait le lien avec l'hermétisme et avec l'épuration, c'est-à-dire l'alchimie. Et donc, c'est important. Donc, en fait, l'alchimie, c'est l'art d'épurer toutes les substances. Et les épurer comment? Eh ben, c'est ce qu'on appelle d'épurer un corps. C'est-à-dire d'épurer l'encrassement d'un corps, c'est-à-dire tout l'encrassement qui peut se situer dans un corps, dans les humeurs, etc. Tout ce que le corps ne sait pas utiliser, il va le stocker. Et tout ce qu'il va stocker, ça va être des déchets. Donc, ça va être épurer ses déchets. Donc, l'art d'épurer ses déchets. Ça, c'est l'hygiénisme. Mais le vrai. Et donc, il y a tous ceux, évidemment, qui se revendiquent hygiénistes. En fait, il faut que lire des trucs sur l'hygiénisme sans vraiment comprendre l'ensemble. Parce que du coup, comme je dis, si on veut faire de l'hygiénisme, il faut faire de l'astrologie, mais le vrai, hein, pas celle qu'on enseigne ou pas celle que les gens en disent, et de la magie, c'est-à-dire l'art d'utiliser les forces. Donc, que ce soit les forces terrestres, c'est toutes les forces. Hein. Donc, le vent, l'air, les 4 éléments, tu vois. Ça va être lié à ça. Donc, c'est important vraiment de comprendre. Et donc, quand je dis épurer, là, on va avoir, par exemple, une importance de l'eau. Donc, des eaux internes. Et de ce qui est fixé et ce qui est dissous. C'est-à-dire, dans ton corps, tu es capable de fixer des choses ou de les éliminer. Donc, le soleil, il va aider à fixer. La lune, elle va aider à éliminer. Donc, ça, c'est important. Le soleil, il va être lié plutôt à ce qui va, on va dire, faire stagner les choses aussi. Ouais. Donc, stagner les choses. Et la lune, elle va remettre en mouvement. Alors, on a l'image du soleil, en fait, qui va sécher. Polarité. Le soleil sèche et donc il va fixer, alors que l'eau va faire bouger. Et d'ailleurs, une parenthèse, cette polarité, eh ben, c'est Osiris Isis, c'est Jésus de Nazareth, Marie. Donc en fait, si vous avez c'est Odine et Freya. Voilà. Donc en fait, à travers exactement. Donc en fait, Apollon et Artémis. Voilà. Donc en fait, ils sont tous en fait des personnages. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été historiques pour certains, mais des personnages qui sont forcément, ils existent, puisque le monde est régi par la polarité. Donc à un moment donné, tu as des personnages qui incarnent cette polarité. Tu vois, ça me paraît évident. Donc en fait, qui incarnent cette polarité, et il faut voir que cette polarité, elle est liée au Soleil et à la Lune, et à tous les astres, qui sont en fait justement l'inverse, tout ce qui s'oppose, on va dire, voilà, c'est une question d'aimantation, quoi. C'est ce qu'on appelle, c'est lié à la gravité, quoi, la gravitation. D'ailleurs, Newton, parenthèse, Newton a été élevé par des moines. Il faut quand même le savoir. Newton, tout ce qu'il sait, il a reçu des moines. Donc les mathématiques, la géométrie, tout reçu des moines. Donc il était très très capable, Newton, parce qu'il faisait de l'alchimie. C'est pas pour rien. Newton faisait de l'alchimie et d'ailleurs il en a parlé longtemps. Donc il a réussi entre guillemets le premier œuvre. Donc ça il faut le voir. Newton, c'est l'un des scientifiques, des nombreux scientifiques qui ont été élevés par des moines. Et donc voilà. C'est pas comme Einstein, il n'a pas été élevé par des moines, donc forcément il dit des conneries. Donc après tu es obligé de plagier Poincaré, tu vois. Quand t'es pas élevé par des moines. Quand tu parles d'Einstein, tu parles du frère de Franck. Voilà, c'est exactement. Donc, tu es obligé de plagier, du coup, des gens très capables, comme Henri Poincaré, hein, qui vient de chez nous et qui est très capable. Et tu es obligé de le plagier quand tu t'as rien, quand tu connais rien. Donc, Einstein, on va dire, il a plagié, comme beaucoup, de toute façon. Comme les humoristes d'aujourd'hui, ils plagient les anciens. Et donc, voilà. Tout ça pour dire, donc l'alchimie, c'est l'art d'épurer. Et épurer, forcément, ça demande une grande connaissance parce que ça va demander la connaissance des plantes, donc la pharmacopée. Donc, rien à voir, hein, je le dis tout de suite, avec la pharmacie moderne, qui, elle, isole la molécule pour faire du commerce et rendre malade les gens. Parce que, en fait, quand on isole, on crée un déséquilibre dans le corps, c'est connu. Donc, c'est pas cette pharmacopée-là, c'est la pharmacopée qui utilise l'ensemble des choses. Voilà. Pour éviter de déséquilibrer, parce qu'on garde toujours à l'esprit qu'il faut garder un équilibre. Et que l'homéostasie, c'est ce qui va conditionner l'être. Et chacun de nous, à l'instant où je te parle, chacun de nous est en état,
de tendance vers l'homéostasie. Mhm. Ça veut dire que cette tendance, c'est son état originel, lié à son Mhm. thème astral. C'est important. Et si plus il va s'éloigner de son thème constitutionnel par des vices encouragés par le monde moderne, tu vois. Et ben plus il va, par exemple, je te donne un exemple. Si quelqu'un, Par il va exemple, avoir, je te donne un exemple. Ça, tu me l'as sorti plusieurs fois. et, Pas de souci. donc je disais que les valeurs du monde moderne, donc profondément quand même romain, on va dire avec des valeurs babyloniennes d'asservissement et de domination, eh ben, elle modifie nos caractéristiques de naissance. C'est-à-dire que si on a des planètes en maîtrise, c'est-à-dire en maîtrise, ça veut dire qu'on va tirer le meilleur de cette planète. Donc, par exemple, si tu as Saturne en maîtrise, tu vas tirer le côté positif de Saturne. Ça veut dire la patience, tu vois. Savoir attendre. Saturne, c'est lié au temps, tu vois. La planète Chronos. Et donc, tu vas être patient, etc. Mais si tu le tires le côté négatif, c'est-à-dire que tu vas le mettre en vice, eh ben, tu vas être impatient. Tu vas être assez trop introverti, tu vois. Trop Saturne, etc. Donc, en fait, tout ça, c'est-à-dire que ton tempérament de naissance, il peut être ta constitution, elle peut être modifiée plutôt. Constitution, elle peut être modifiée pour donner ton tempérament, c'est-à-dire ce que tu es maintenant, et qui est donc modulé par les valeurs qu'on t'enseigne, qu'on te transmet. Et donc, c'est pour ça que c'est important et que je parlais de glandes dans la vidéo qu'on avait faite, parce que les glandes, elles vont venir, elles peuvent modifier ce que tu es et te rendre malade. Parce que comme elles modifient ce que tu es, c'est ton homéostasie, qui commence par H, comme hermétisme, etc. Donc, ton homéostasie, si tu dévies trop de ton homéostasie, qui est ton état originel de naissance, donc ta constitution liée à ton thème astral, etc., ce que tu es toi, si tu en dévies trop parce qu'on t'apprend, eh ben, tu vas être malade. Parce qu'en fait, il faut retourner à ton état on va dire, d'équilibre, de quand tu nais, en fait, tu vois. Et donc, ça, c'est important. Et donc, le but de la médecine d'aujourd'hui, de ceux qui connaissent, de ceux qui savent pourquoi ils ont transmis ça et pourquoi ils mentent aux gens, on va dire ça comme ça, c'est de faire que leur état d'équilibre il soit de moins en moins respecté pour dévier de leur état d'homéostasie, de ce qu'ils sont. Donc, il faut surtout pas qu'ils se connaissent. Hein. On dit connais-toi toi-même, tu vois, c'est important dans la philosophie. Donc, il faut surtout pas que la personne se connaisse. Elle sache pas ses tendances des astres, etc. Comme ça, si elle se connaît pas, elle va tomber dans tous les vices et elle va attirer le pire de ses planètes. C'est-à-dire que ce qui était bon en elle va se transformer en vice. Et donc Mhm. ça, c'est très important. Et donc, elle va pas aller à l'encontre de ses vices. Elle va se dire, bah non, c'est normal, puisque la société est vice. Donc, si je fais des vices, c'est bien. Donc, Oui, tout à là, fait. aujourd'hui, on est dedans. On nous encourage au vice de toute façon aujourd'hui, on nous encourage à Voilà. la tromperie, on nous encourage à Et c'est, l'individualisme, à la trahison. Et il est évident que de toute façon, quand tu étudies le système économique basé sur le PIB, sur la croissance du PIB, et que tu sais que les prestations de santé, toutes les prestations de santé sont comptabilisées dans le PIB. Donc, quand tu sais que l'objectif à chaque fois de chacun de nos bons ouais. présidents, c'est d'augmenter la croissance, donc d'augmenter le PIB, tu t'aperçois que plus il y a de gens malades, plus c'est bon pour le système, plus c'est bon pour la croissance. Donc, Exactement. on comprend le vice vraiment de notre système qui se Voilà. nourrit des problèmes de l'humain. Voilà. Donc, en fait, à partir du moment où tu as une discipline qui s'autoproclame médecine, alors qu'en vérité, médecine, comme le dit bien, on va dire plusieurs personnes qui connaissent vraiment l'étymologie hermétique du mot médecine et pas l'étymologie littéraire, et ben ça vient de l'Amed et Chine, qui veut dire la recherche d'un juste milieu, la recherche d'un équilibre. Et donc ça, c'est important, la recherche d'un mouvement, Hmm. la recherche de ce qui bouge, tu vois. Et donc ce qui bouge, ça tombe bien, c'est les astres. C'est la nature bouge tout le temps. Si tu enseignes un truc figé, que tu dis ça c'est comme ça, c'est pas autrement, t'es pas dans la transmission orale. Parce que dire ça c'est comme ça, tu te tais, tu fais ce que je te dis, bah ça c'est romain plutôt, Ouais, babylonien. c'est Et en gros, tu as dogmatique. servi l'autre. Tu lui laisses pas son libre arbitre. Ouais. Exemple, le médecin, on peut dire médecin parce que quand même on peut pas leur retirer ça, sinon après ce serait pas politiquement correct et puis s'exposerait à des problèmes. Et donc ils sont médecins, il n'y a pas de problème. Et donc les médecins, ils vont dire à quelqu'un, à leur patient, écoutez, bon bah vous êtes malade. Premier problème. Parce que quand on dit à quelqu'un qu'il est malade, on lui enlève son libre arbitre d'être malade.
Tu comprends? C'est-à-dire que c'est plus lui qui choisit s'il est malade ou pas. C'est le mec qui dit, t'es malade, c'est comme ça, c'est tout. C'est-à-dire que ça, les philosophes et les anciens médecins, ils parlaient jamais comme ça. Ils disaient jamais t'es malade, parce que tu enlèves le libre arbitre. C'est l'autre qui doit choisir s'il est malade. Eux, ils disaient plutôt, alors tu as un déséquilibre là, tu as un déséquilibre là, ou tu as trop de ça, pas assez de ça. Voilà comment ils parlaient. Ils disaient jamais t'es malade. Ça, c'est très important. Mhm. Et donc, aujourd'hui, la base de toute la médecine moderne allopathique, c'est de dire tu es malade. Donc, à partir de là, c'est plus de la médecine. Parce que l'autre choisit même plus. C'est-à-dire qu'on crée des pathologies et le but, c'est de t'enfermer dans une case et de dire si tu as un tel paramètre, c'est que tu es malade. Imagine le vice, quoi. Mhm. Et donc, le but, c'est ça. C'est donc, en développant les vices, en développant les peurs, eh ben, on s'éloigne de ce qu'on est vraiment, de se connaître soi-même, donc par l'astrologie, la véritable, l'observation de soi-même, et donc de se soigner, forcément. Puisque si tu t'éloignes de toi-même, tu vas te mettre à boire du Coca-Cola devant des séries de merde, tu vois, à la télé, où tu vas écouter les infos parce que t'en as marre, tu sais pas quoi foutre, parce que tu sais plus rien foutre de tes mains, tu sais plus rien foutre dans la vie, parce que l'artisanat n'existe plus, on va dire de moins en moins. Parce que le but à l'époque où il y avait les artisanats, la médecine, c'est un artisanat. Le maître verrier, c'est un artisan. On trouve pas d'écrit sur comment faire du verre. C'est le maître verrier qui te le transmet. Et ben la médecine, c'est pareil. Parce que tout est artisanat avant. Et quand tu supprimes l'artisanat, tu supprimes on va dire l'harmonie d'une communauté celte d'avant. Ça veut dire tout fonctionne sur chacun est capable de faire un truc parce que quand tu nais, tu as des capacités liées à ce que tu es, à ton astrothème, on va dire ça comme ça, et que les gens avant, ils savaient le voir ça. Ils savaient voir, ils voyaient, ils disaient, ah, toi, tu es plutôt contemplatif, tu es plutôt lunaire, tu vas faire un bon écrivain, ou ah, toi, tu es plutôt martien, tu vas faire un bon combattant, ou ah, toi, tu es plutôt saturnien, tu vas faire un bon observateur, etc. Et donc, en fonction de ça, il l'orientait vers un artisanat. Mais il laissait toujours le choix. Et il Mhm. lui disait, tu as le choix, tu as le libre arbitre, je ne te dis pas ce que tu dois faire, mais tu pourrais être bon en ça. Et donc, voilà. Donc, et puis, quand il voyait à l'époque toute la beauté des artisanats, quand un enfant voit la beauté de l'artisanat, comment le mec il fait pour faire tout ça, et ben, il est intéressé. Il se dit, waouh, mais c'est dingue, comment il sait faire une épée comme ça, comment il sait faire des verres comme ça, comment il sait faire des trucs aussi beaux. Forcément, il est obligé de s'y intéresser. Donc, c'est comme ça qu'on n'oblige pas un enfant. C'est par le beau qui s'intéresse l'enfant. Et les Mhm. sociétés celtes d'avant, tout était beau, tout était balèze, les gens étaient forts. Donc, en fait, c'est comme ça, c'est pas par l'asservissement. On n'oblige pas un enfant à faire ça. Aujourd'hui, dans notre société, c'est ça. Donc, à Mhm. partir du moment où on t'oblige à faire ça et à trouver un métier, en fait, tu n'as pas vraiment le choix. C'est un métier parmi les métiers on va dire, les métiers qui se tournent vers justement le commerce, tu vois, le commerce ou l'appât du gain, tu vois. Mhm. Et ben, à partir du moment où tu as l'appât du gain, la monnaie, et ben, ça détruit. Donc, tu n'as plus de valeur, tu cherches plus tes racines Mhm. et tu tends vers, tu quittes ton état d'homéostasie. Tu D'où vas la tomber. sagesse des anciens druides, des anciens celtes, Ouais, d'avoir refusé la monnaie pendant très longtemps. Et exactement. c'est sous la pression romaine que les sesterces sont arrivés très tard dans le monde Ouais. celtique. Ça a été le début de la fin. C'est tout à fait ça, hein. Voilà. Et Il faut à partir comprendre du moment où tu as la pas de que gain, ces ancêtres-là avaient, au contraire, contrairement à ce qu'on raconte sur eux, une très très grande sagesse, une très grande intelligence, une très ah grande ouais, vertu, largement supérieure à l'intelligence moderne, hein. Ils étaient ouais, tellement intelligents que justement, ils prévoyaient comment éviter les vices dans une société. Et c'est pour ça qu'ils ont vécu ce qu'on appelle l'âge d'or. Et puis, bah, lorsque les valeurs du commerce ont commencé à prendre le pas au contact, notamment des commerçants romains, eh bien, effectivement, les valeurs ont commencé à changer. Et c'est là où bah, le monde a commencé à se pervertir. Et effectivement, au lieu d'essayer de trouver le beau qui se trouve dans chaque être humain, et comme tu le disais, de dire, bah voilà, ce petit jeune-là, il serait peut-être bon à faire ci ou ça, et il pourra s'épanouir en faisant tel type d'artisanat. Bah, aujourd'hui, effectivement, ça n'existe plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait plus faire grand-chose. On est obligé de s'en référer à des, entre guillemets, des universités comme les ouais, universités ouais, voilà, hein, c'est qui ça. vont, elles, te dire, bah, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. Mais en fait, le Ouais, savoir-faire interne et la création artistique, il n'y en a plus du tout, quoi. voilà. Et du coup, bah, c'est simple. Si tu veux savoir si une science est balèze, si une science est juste, si une science est forte, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu provoques une bonne crise. Tu vois, même vraiment la crise absolue, c'est-à-dire, on va dire les banques ferment.
À partir du moment où les banques ferment, etc., qu'est-ce qui se passe? Que savent faire les gens réellement dans la vie? Qu'est-ce qu'ils savent faire dans la nature? Comment ils savent se débrouiller? Parce que les anciens, ils savaient, hein, il n'y avait pas de problème, ils vivaient là-dedans. Mais aujourd'hui, si ça se passe, qu'est-ce qui se passe? Tu peux plus retirer d'argent, tu peux plus acheter, tu peux plus acheter de trucs. Il faut que tu cultives ta terre, il faut que tu développes tes trucs. Comment les gens se démerdent? Qui sait vraiment, ouais, qui sait vraiment utiliser, on va dire, ses mains aujourd'hui pour construire des choses? Eh ben, la vérité, c'est que quasiment plus personne. Plus personne connaît la nature. Qui connaît les équinoxes? À quoi ça sert? Les solstices? C'est des trucs importants pour la santé, tout ça. Et pour bâtir et pour faire plein de choses. Donc voilà, pour dire que, d'ailleurs, pour clôturer là-dessus, parler du coup de la magie, la troisième discipline. C'est que la magie, c'est l'art d'utiliser les forces. Donc là, c'est important, on va parler très rapidement de ça pour aujourd'hui. C'est que c'est l'art d'utiliser les forces telluriques, donc terrestres. Donc le tellurisme, c'est en gros des forces électromagnétiques qui émanent de l'écorce terrestre pour créer ce qu'on appelle le tellurisme. Et donc, c'est des forces terrestres qui conditionnent le système nerveux humain et qui conditionnent plein de choses. Et vous avez les forces cosmiques. Donc, c'est l'assemblage des forces cosmiques et telluriques, qu'on appelle aussi la magie, etc. Donc, ça tombe bien parce que les cathédrales, c'est ce qu'ils font, les églises, etc., bâties par les Templiers, en fait, en vérité. Ouais, Et enfin, donc, c'est les Templiers, oui. Enfin, voilà. disons que les Templiers ont été là, Oui, les l'ont Templiers ont fait, mais été, après, voilà, il y a une les source aussi aux compagnons, Templiers. Bon, voilà, ça, je m'en occuperai plus tard dans d'autres émissions. voilà, c'est Mais important. quand on C'est dit les parce que Templiers, c'est il n'y a pas que les Templiers, je l'ai déjà dit. exactement. Les Templiers doivent à la connaissance traditionnelle celto-nordique. Ouais, Et bon, j'en parlerai plus tard. Mais oui, oui, on peut dire que c'est voilà, voilà. effectivement les Templiers qui ont Il y construit. a Oui. un côté. Voilà, voilà. Et donc, c'est les forces cosmiques et les forces terrestres réunies donc, dans ce qu'on appelle la magie. Et ça tombe bien parce que justement, les dolmens, les menhirs, etc., eh ben, c'était ça. Si on veut dire, quand tu retrouves dans des écrits, tu vas retrouver, il faisait de la magie avec ça, et ben, ceux qui lisent, ils vont se dire, oh, de la magie, allez hop, au bûcher. Alors qu'en fait, pas du tout. La magie, c'est pas ce qu'ils croient. La Mm. magie, c'est la science. Et c'est utiliser les forces de la Terre. Donc, pour les restituer. Mais les restituer à quoi? Bah, à la forêt, les restituer aux végétaux, les restituer au corps humain. Et ça, c'est les restituer à l'eau, tu vois. Et Mhm. ça, c'est la force des anciens. C'est qu'ils savaient utiliser les bonnes techniques pour faire circuler les forces. Par exemple, l'acupuncture, tu vois. Ça, c'est une technique ancienne, pas chinoise, hein, ancestrale. Et donc, pour refaire circuler les énergies. Donc, d'ailleurs, lié aux 12 méridiens, lié aux 12 constellations, tu vois. Donc, Mhm. au zodiaque, donc à l'astrologie. Donc, tout Ouais. ça, voilà, c'est important. Donc, grosso modo, il y a la science ternaire, donc, qui est la transmission surtout orale. Ça, c'est important, puisque forcément, il y a des historiens qui vont dire, oh là là, il mélange tout, la croix chrétienne, c'est lié aux Celtes, etc. Il dit n'importe quoi. Forcément, dans ce qu'ils vont retrouver à l'écrit, ils risquent pas de retrouver grand-chose, puisque c'est une transmission surtout orale, d'une part. Et même si on peut dire ce qu'on veut et dire oui, tu peux dire ce que tu veux à l'oral, tu peux faire dire ce que tu veux aux gens, sauf qu'en fait, cette science, elle se vérifie. C'est là où ça cloue le bec à tous les historiens qui ne sont pas d'accord. C'est-à-dire que celui qui la pratique et qui a la vertu pour la pratiquer, il peut vérifier que c'est pas des sornettes et que c'est pas une transmission orale théorique, tu vois. Ça, c'est important. Et c'est pour ça que c'est surtout pratique. C'est dans la pratique qu'on voit que c'est juste, en fait. Mhm. Donc, dans la pratique de la médecine, par l'observation des gens, l'art de l'observation, on voit que c'est juste. Donc le mentaliste aujourd'hui, en fait, c'est le mec à la mode, mais les druides avant, ils étaient 1000 fois plus balèzes que le mentaliste, hein. Le Mhm. mentaliste, à côté, c'est un clown, hein, tout simplement. Donc ça, c'est important aussi, hein. Mais on aura le temps d'en reparler, tout ça, hein, donc, dans de prochaines vidéos, etc., hein. Ok, Sébastien, bah, merci pour cette présentation. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, bah, on peut me retrouver sur mon blog, donc, Physiosciences, donc ça physio-science, D'accord. donc, .fr. Donc voilà, on peut me retrouver sur mon blog Parle ou un peu sur plus Facebook. fort. Parle un peu plus fort. Voilà. Donc on peut me retrouver sur Facebook ou sur mon Ouais. blog, D'accord. Physiosciences, Physio-science. D'accord. Donc Bah, voilà. je vais mettre les liens dans la description de la vidéo et puis bah, ça peut être intéressant aussi de rappeler que tu avais fait un article sur le site, sur mon site espritviking.com Ouais, dans lequel tu parlais des glandes endocrines. Moi aussi, je crois que j'avais fait un article aussi. Il voilà. doit y avoir deux, trois articles sur les glandes endocrines, etc. Cool. Donc, vous pouvez regarder sur espritviking.com. Je vous mettrai le lien aussi. Tout sera D'ailleurs, dans la description de la vidéo. voilà.
On aura le temps d'ailleurs d'en reparler des glandes endocrines, hein, puisqu'il y a beaucoup de choses encore à dire. Ouais. Les anciens connaissaient et ils les utilisaient et ils savaient vraiment bien les utiliser avec l'astrologie. Important. Donc ça, il faut vraiment en parler, faire une émission là-dessus. Ouais. Voilà. Bah écoute, Sébastien, merci beaucoup pour cette présentation de la médecine traditionnelle. C'était vraiment hyper intéressant. On comprend mieux maintenant. Hein, plus on avance, tu vois, et plus on rajoute des briques et on s'aperçoit qu'il y a des liens à faire avec tout, et y compris la médecine. On fait de la maçonnerie. On essaie, on est en train de rebâtir, enfin, on essaye de poser des bases, en tout cas, pour essayer de rebâtir une autre vision du monde. Et ça comprend bien sûr la médecine, hein, qui est fondamentale, hein, pour créer une société, qui est le fondement, même, j'ai envie de dire, finalement, d'une culture, hein, parce que la santé, c'est quand même la première étape. Hein. Il faut déjà être en santé pour pouvoir entrevoir n'importe quel projet. Bah écoute, Sébastien, merci beaucoup. Si vous avez découvert la chaîne Pagan TV, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez également nous suivre sur le site internet pagans.eu et donc esprit-king.com. Sébastien, vous trouverez son blog et sa page Facebook dans la description. Merci beaucoup Sébastien, merci à tous. Merci Oleg et puis merci à tout le monde, hein, pour avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et de s'investir justement à écouter cette vidéo. Voilà, merci. Donc, merci. Salut à tous, au revoir. Au revoir.